Carlos Castaneda, La force du silence, nouvelle leçon de Don Juan, publiée en 1987. Avant-propos. Mes livres sont un compte-rendu fidèle d'une méthode d'enseignement que Don Juan Matus, un sorcier indien du Mexique, utilisait pour m'aider à comprendre le monde des sorciers. Mes livres sont, en ce sens, le récit d'un processus continu qui devient plus clair à mes yeux à mesure que le temps passe. Il nous faut des années de formation pour comprendre comment nous débrouiller intelligemment dans l'univers de la vie quotidienne. Nos études, qu'il s'agisse d'apprendre simplement à raisonner ou de travailler sur des matières plus conventionnelles, sont rigoureuses parce que la connaissance que nous essayons de communiquer est très complexe. Les mêmes critères valent pour le monde des sorciers. Leurs études, qui sont fondées sur l'instruction orale et la manipulation de la conscience, bien que différentes des nôtres, sont aussi rigoureuses parce que leur connaissance est aussi complexe et peut-être plus. Introduction. Don Juan tenta à plusieurs reprises de nommer sa connaissance à mon intention. Il trouvait que nagualisme était le mot le plus adéquat, mais que ce terme était trop obscur. L'appeler simplement connaissance rendait la chose trop vague, et l'appeler magie était dévalorisant. Maîtrise de l'intention était trop abstrait, et quête de la liberté totale était trop long et métaphorique. Finalement, parce qu'il fut incapable de trouver un mot plus approprié, il l'appela sorcellerie, tout en admettant que l'expression n'était pas vraiment juste. Il m'avait donné au fil des ans différentes définitions de la sorcellerie, mais il avait toujours soutenu que les définitions changent à mesure que la connaissance progresse. Vers la fin de mon apprentissage, j'estimais que je me trouvais à un stade où je pouvais apprécier à sa juste valeur une définition plus claire, et je lui en demandais une, encore une fois. Au niveau où se trouve l'homme ordinaire, me dit Don Juan, la sorcellerie est soit une absurdité, soit un mystère inquiétant qui lui échappe. Et cet homme a raison, non pas parce qu'il s'agit d'un fait incontestable, mais parce que l'homme ordinaire ne dispose pas de l'énergie nécessaire pour s'occuper de sorcellerie. Il s'arrêta un moment avant de reprendre. Les êtres humains naissent avec une quantité finie d'énergie, dit-il. Une énergie qui se déploie systématiquement depuis le moment de la naissance, de telle sorte qu'elle puisse être utilisée le plus favorablement par la modalité du temps. « Que voulez-vous dire par la modalité du temps » lui demandai-je. « La modalité du temps est le faisceau d'énergie spécifique que l'on perçoit, me répondit-il. Je crois que la perception de l'homme s'est modifiée au cours des siècles. Le temps réel décide du mode. Le temps décide quel faisceau spécifique de champ d'énergie, parmi d'innombrables autres, doit être utilisé. Et le fait de manier la modalité du temps, ce petit nombre de champs d'énergie sélectionnés, absorbe toute notre énergie disponible, ne nous laissant rien qui puisse nous aider à utiliser aucun autre champ d'énergie. Il m'incita par un subtil mouvement de sourcil à réfléchir à tout cela. C'est cela que j'entends lorsque je dis que l'homme ordinaire ne dispose pas de l'énergie nécessaire pour s'occuper de sorcellerie, poursuivit-il. S'il n'utilise que l'énergie dont il dispose, il ne peut percevoir les mondes que perçoivent les sorciers. Pour percevoir ces mondes, les sorciers ont besoin d'un faisceau de champs d'énergie qui ne sont en général pas utilisés. Naturellement, si l'homme ordinaire doit percevoir ces mondes et comprendre la perception des sorciers, il faut qu'il utilise le même faisceau qu'eux. Et cela est tout simplement impossible parce que toute son énergie est déjà déployée. Il se tut comme s'il cherchait les mots justes pour sa démonstration. « Considère-le ainsi, continua-t-il. Le fait est que tu n'apprends pas la sorcellerie à mesure que le temps passe. Ce que tu apprends en revanche, c'est à économiser ton énergie. Et cette énergie te servira à manier certains des champs d'énergie qui te sont aujourd'hui inaccessibles. C'est cela la sorcellerie. La capacité d'utiliser des champs d'énergie que l'on n'emploie pas pour percevoir le monde ordinaire que nous connaissons. La sorcellerie est un état de conscience. La sorcellerie est la capacité de percevoir quelque chose que la perception ordinaire ne peut pas appréhender. Tout ce que je t'ai communiqué, poursuivit Don Juan, chacune des choses que je t'ai montrées, ne constituait qu'un moyen pour te convaincre que nous sommes autres que nous n'apparaissons. Nous n'avons besoin de personne pour nous enseigner la sorcellerie, parce qu'en réalité, il n'y a rien à apprendre. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un professeur pour nous convaincre que nous avons à notre portée un pouvoir incalculable. Quel étrange paradoxe!
Chaque guerrier engagé sur le chemin de la connaissance croit un jour ou l'autre qu'il est en train d'apprendre la sorcellerie, mais il ne fait que se laisser convaincre du pouvoir que recèle son être et du fait qu'il peut y accéder. Est-ce là ce que vous essayez de faire, Don Juan, me convaincre ? Exactement. J'essaie de te convaincre que tu peux accéder à ce pouvoir, je suis passé par là, et j'étais aussi difficile à convaincre que toi. Une fois que nous y avons accédé, qu'en faisons-nous au juste, Don Juan, lui demandai-je. Rien. Une fois que nous y avons accédé, il utilisera tout seul des champs d'énergie qui sont disponibles mais hors d'atteinte. Et cela, comme je l'ai dit, c'est la sorcellerie. Nous commençons alors à voir, c'est-à-dire à percevoir autre chose, non pas de façon imaginaire, mais réellement et concrètement. Puis nous commençons à savoir sans devoir utiliser de mots. Et ce que chacun d'entre nous fait de cette perception accrue, de cette connaissance silencieuse, dépend de notre tempérament propre. Une autre fois, il me donna un autre genre d'explication. Nous discutions d'un problème sans rapport avec cette question, quand il changea brusquement de sujet et se mit à me raconter une blague. Il rit et, très délicatement, me donna une petite tape dans le dos, entre les omoplates, comme quelqu'un de timide qui trouvait insolent de sa part de me toucher. Ma réaction de nervosité le fit glousser. « Tu es ombrageux, me dit-il d'un ton taquin, et il me frappa dans le dos avec plus de vigueur. Mes oreilles se mirent à bourdonner. Pendant un instant, je perdis mon souffle. J'avais l'impression qu'il m'avait fait mal aux poumons. Chaque respiration me causait un grand malaise. Mais, après avoir toussé et étouffé plusieurs fois, mes voies nasales se dégagèrent et je me retrouvai en train de me livrer à des respirations profondes et apaisantes. J'éprouvais un tel sentiment de bien-être que je ne lui en voulais même pas pour le coup qu'il m'avait porté et qui avait été aussi vigoureux qu'inattendu. Puis Don Juan s'attaqua à une explication très remarquable. Il me donna avec clarté et concision une définition différente et plus précise de la sorcellerie. J'avais accédé à un état de conscience merveilleux. J'avais l'esprit tellement clair que je comprenais et assimilais tout ce que Don Juan était en train de dire. Il disait qu'il existe dans l'univers une force incommensurable, indescriptible, que les sorciers appellent l'intention, et qu'absolument tout ce qui existe dans le cosmos entier est relié à l'intention par un lien de communication. Les sorciers, ou les guerriers, comme ils les appelaient, s'occupaient de discuter, de comprendre et d'utiliser ce lien de communication. Ils s'occupaient surtout de les nettoyer des effets paralysants qu'entraînaient les préoccupations ordinaires de leur vie quotidienne. À ce niveau, on pouvait définir la sorcellerie comme la procédure consistant à nettoyer son propre lien de communication avec l'intention. Don Juan insista sur le fait que cette procédure de nettoyage était très difficile à comprendre ou à apprendre. C'est pourquoi les sorciers divisaient leur enseignement en deux catégories. L'une consistait en un enseignement destiné à l'état de conscience de la vie quotidienne, où le processus de nettoyage se présentait d'une manière déguisée. L'autre consistait en un enseignement destiné aux états de conscience accrus, comme celui dont je faisais maintenant l'expérience, et dans lesquels les sorciers puisaient la connaissance directement de l'intention, sans l'intervention gênante du langage parlé. Don Juan m'expliqua qu'en utilisant la conscience accrue pendant des milliers d'années de lutte douloureuse, les sorciers avaient acquis des connaissances spécifiques dans le domaine de l'intention, et qu'ils avaient transmis ces pépites de connaissances directes de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Il me dit que la sorcellerie avait pour tâche de rendre compréhensible au niveau de la conscience de tous les jours cette connaissance apparemment obscure. Puis il m'expliqua le rôle du guide dans la vie des sorciers. Il me dit qu'un guide est appelé le Nagual et que le Nagual est un homme ou une femme doué d'une énergie extraordinaire, un professeur bénéficiant de modération, d'endurance, de stabilité. Quelqu'un que les voyants voient comme une sphère lumineuse à 4 compartiments, comme s'il s'agissait de la condensation de 4 boules lumineuses. En raison de leur énergie extraordinaire, les Naguals sont des intermédiaires. Leur énergie leur permet de canaliser la paix, l'harmonie, le rire et la connaissance directement depuis leur source, l'intention, et de les transmettre à leurs compagnons. Les Naguals ont la responsabilité de procurer ce que les sorciers appellent la chance minimale, la conscience d'être relié à l'intention. Je lui dis que mon esprit saisissait tout ce qu'il me disait et que la seule partie de son explication qui me restait encore obscure était la nécessité de recourir à 2 séries d'enseignements. Je comprenais tout ce qu'il disait sur son univers et pourtant,
il avait décrit le processus de la compréhension comme étant très difficile. Tu auras besoin d'une éternité pour te souvenir des choses que tu as aperçues aujourd'hui, dit-il, parce qu'il s'agissait pour l'essentiel de connaissances silencieuses. Dans un moment, tu les auras oubliées. C'est là un des mystères insondables de la conscience. Ensuite, Don Juan me fit changer de niveau de conscience en me frappant sur le côté gauche au bord de ma cage thoracique. Je perdis instantanément mon extraordinaire clarté d'esprit et je ne me rappelais pas l'avoir jamais connue. Don Juan lui-même m'assigna la tâche d'écrire sur les principes de la sorcellerie. Il m'avait suggéré une fois en passant, au début de mon apprentissage, d'écrire un livre pour utiliser les notes que je n'avais jamais cessé de prendre. J'en avais accumulé une tonne et n'avais jamais envisagé quelle utilisation en faire. Je rétorquai que cette suggestion était absurde parce que je n'étais pas écrivain. « Bien entendu, tu n'es pas écrivain, me dit-il. Tu devras donc te servir de la sorcellerie. Tu devras d'abord te représenter tes expériences comme si tu les revivais, puis il faudra que tu voies le texte dans tes rêves. Écrire, pour toi, ne doit pas être un exercice littéraire, mais un exercice de sorcellerie. » J'ai ainsi écrit sur les principes de la sorcellerie exactement tels que Don Juan me les expliquait dans le contexte de son enseignement. Sa méthode d'enseignement comportait 2 catégories d'instruction. L'une s'appelait enseignement pour le côté droit et se déroulait dans un état de conscience ordinaire. L'autre s'appelait enseignement pour le côté gauche et ne se pratiquait que dans des états de conscience accrus. Ces 2 catégories permettaient aux maîtres d'orienter leurs apprentis vers 3 domaines de connaissances. La maîtrise de la conscience, l'art du tracker et la maîtrise de l'intention. Ces 3 domaines de connaissances sont les 3 énigmes que rencontrent les sorciers dans leur quête du savoir. La maîtrise de la conscience est l'énigme de la pensée. C'est la perplexité qu'éprouvent les sorciers quand ils reconnaissent la portée et le mystère stupéfiant de la conscience et de la perception. L'art du tracker est l'énigme du cœur. C'est le trouble qui s'empare des sorciers lorsqu'ils découvrent 2 choses. D'une part, que le monde nous semble immuablement objectif et réel en raison de particularités tenant à notre conscience et à notre perception. D'autre part, que si d'autres particularités de la perception entrent en jeu, les choses mêmes qui semblent si immuablement objectives et réelles à propos du monde changent. La maîtrise de l'intention est l'énigme de l'esprit, ou le paradoxe de l'abstraction. Les pensées et les actions des sorciers qui se projettent au-delà de notre condition humaine. Les leçons de Don Juan sur l'art du tracker et la maîtrise de l'intention dépendaient de ses leçons sur la maîtrise de la conscience, qui était la pierre angulaire de son enseignement et qui reposait sur les principes de base suivants. 1. L'univers est une agglomération infinie de champs d'énergie qui ressemblent à des fils de lumière. 2. Ces champs d'énergie, appelés les émanations de l'aigle, rayonnent à partir d'une source aux proportions inimaginables appelée métaphoriquement l'aigle. 3. Les êtres humains sont également constitués par un nombre incalculable de ces mêmes champs d'énergie en forme de fils. Ces émanations de l'aigle forment une agglomération fermée qui se présente comme une boule de lumière de la dimension d'un corps humain dont les bras sont étendus latéralement et qui ressemble à un œuf lumineux géant. 4. Seul un tout petit groupe de champs d'énergie situé dans cette boule lumineuse est éclairé par un point d'une brillance intense qui se trouve sur la surface de la boule. 5. La perception se produit lorsque les champs d'énergie de ce petit groupe qui entoure de très près le point de brillance projettent leur lumière de façon à illuminer des champs d'énergie identiques se trouvant en dehors de la boule. Comme les seuls champs d'énergie perceptibles sont ceux qui sont éclairés par le point de brillance, on appelle ce point où la perception s'assemble ou simplement le point d'assemblage. 6. Le point d'assemblage peut se déplacer de sa position ordinaire qui se trouve sur la surface de la boule lumineuse vers une autre position, que ce soit à la surface ou vers l'intérieur. Comme la brillance du point d'assemblage peut éclairer n'importe quel champ d'énergie avec lequel il entre en contact, il fait immédiatement briller de nouveaux champs d'énergie et les rend perceptibles lorsqu'il s'est déplacé vers une position nouvelle. Cette perception est appelée voir. 7. Quand le point d'assemblage bouge, il permet la perception d'un monde tout à fait différent, aussi objectif et aussi réel que celui que nous percevons en temps normal.
Les sorciers vont dans cet autre monde pour y trouver de l'énergie, de la puissance, des solutions à des problèmes généraux ou particuliers, ou pour affronter l'inimaginable. 8. L'intention est la force universelle qui nous fait percevoir. Nous ne devenons pas conscients parce que nous percevons. En fait, nous percevons à cause de la pression et de l'intrusion de l'intention. 9. L'objectif des sorciers est d'accéder à un état de conscience total afin d'expérimenter toutes les possibilités de perception qui s'offrent à l'homme. Cet état de conscience implique même une autre façon de mourir. Un niveau de connaissance pratique faisait partie de l'enseignement de la maîtrise de la conscience. À ce niveau pratique, Don Juan enseignait les procédés nécessaires au déplacement du point d'assemblage. Les 2 grands systèmes conçus par les sorciers voyants des temps anciens pour y réussir étaient le rêve, le contrôle et l'usage des rêves, et l'art du tracker, le contrôle du comportement. Déplacer son point d'assemblage était une manœuvre essentielle que tout sorcier devait apprendre. Certains, les naguals, apprenaient aussi à le faire pour d'autres. Ils étaient capables de déloger les points d'assemblage de leur position habituelle en donnant aux autres une grande tape directement sur le point d'assemblage. Ce coup, qui était ressenti comme une claque sur l'omoplate droite, bien que le corps ne fût jamais touché, entraînait un état de conscience accru. En accord avec sa tradition, c'était uniquement dans ces états de conscience accrus que Don Juan donnait la partie la plus importante et la plus spectaculaire de son enseignement, les instructions destinées au côté gauche. En raison de la qualité extraordinaire de ces états, Don Juan exigea que je n'en discute pas avec d'autres avant que nous ayons été jusqu'au bout de la méthode d'enseignement des sorciers. Il ne me fut pas difficile d'accepter cette exigence. Dans ces états de conscience uniques, mes possibilités de comprendre cet enseignement se trouvaient incroyablement accrues, mais, en revanche, mes moyens de le décrire ou même de m'en souvenir étaient compromis. Je pouvais, dans ces états, fonctionner avec compétence et assurance, mais je ne me les rappelais pas du tout aussitôt que je revenais à ma conscience normale. Il me fallut des années pour pouvoir opérer la conversion cruciale de ma conscience accrue en simple mémoire. Ma raison et mon bon sens retardaient ce moment parce qu'ils se heurtaient de plein fouet à l'absurde, l'incroyable réalité de la conscience accrue et de la connaissance directe. Pendant des années, le désordre cognitif qui en résultait me força à éluder le sujet en n'y pensant pas. Tout ce que j'ai écrit jusqu'ici sur mon apprentissage de la sorcellerie a été un récit des moyens par lesquels Don Juan m'apprit la maîtrise de la conscience. Je n'ai pas encore décrit l'art du tracker ou la maîtrise de l'intention. Don Juan m'en a appris les principes et les applications, aidé de 2 de ses compagnons, un sorcier de nom de Vicente Medrano et un autre qui s'appelait Silvio Manuel. Mais ce que j'ai pu apprendre d'eux demeure encore voilé par ce que Don Juan appelait les complexités de la conscience accrue. Il m'a été jusqu'ici impossible d'écrire sur l'art du tracker et la maîtrise de la conscience, ou même d'y penser avec cohérence. J'ai fait l'erreur de les considérer comme des sujets relevant de la mémoire et du souvenir normaux. C'est juste, mais cependant c'est faux. Pour résoudre cette contradiction, je n'ai pas abordé ces sujets directement, ce qui est pratiquement impossible, mais je l'ai fait indirectement par le biais du thème sur lequel s'achevait l'enseignement de Don Juan, les histoires des sorciers du passé. Il racontait ces histoires pour rendre évident ce qu'il appelait les noyaux abstraits de ses leçons. Mais j'étais incapable de saisir la nature des noyaux abstraits malgré ses explications détaillées, lesquelles, je le sais maintenant, étaient plus destinées à m'ouvrir l'esprit qu'à expliquer quoi que ce soit sur un mode rationnel. Sa façon de parler me fit croire pendant plusieurs années que ses explications sur les noyaux abstraits ressemblaient à des dissertations académiques. Et tout ce que je pouvais faire dans ces circonstances, c'était d'accepter ces explications comme une donnée. Elles s'intégrèrent à mon acceptation tacite de ces enseignements, mais sans qu'il y eût, de ma part, le jugement approfondi qui était essentiel pour les comprendre. Don Juan présenta 3 séries de 6 noyaux abstraits chacune, organisées selon un niveau de complexité qui allait en augmentant. J'ai traité ici de la première série qui se compose comme suit. Les manifestations de l'esprit, le cognement de l'esprit, la ruse de l'esprit, la descente de l'esprit, les exigences de l'intention, et le maniement de l'intention. Chapitre 1. Les manifestations de l'esprit. Le premier noyau abstrait. Don Juan, quand il le fallait, me racontait de courtes histoires sur les sorciers de sa lignée, surtout sur son maître, le Nagual Julián.
Il ne s'agissait pas vraiment d'histoire, mais plutôt de description de la façon dont ces sorciers se comportaient et des aspects de leur personnalité. Ces récits étaient chacun destinés à éclairer un sujet spécifique de mon apprentissage. J'avais entendu raconter les mêmes histoires par les 15 autres membres du groupe de sorciers de Don Juan, mais aucun de ces récits n'avait réussi à me donner une image claire des personnes qu'ils décrivaient. Comme je ne disposais d'aucun moyen pour convaincre Don Juan de me donner plus de détails sur ces sorciers, je m'étais résignée à l'idée de ne jamais rien savoir de profond à leur sujet. Un après-midi, dans les montagnes du Mexique méridional, Don Juan, après m'avoir donné des explications supplémentaires sur les complexités de la maîtrise et de la conscience, fit une déclaration qui me déconcerta totalement. « Je crois qu'il est temps que nous parlions des sorciers de notre passé, dit-il. Don Juan m'expliqua qu'il était temps que je commence à tirer des conclusions fondées sur une représentation systématique du passé, des conclusions concernant à la fois le monde de tous les jours et le monde des sorciers. Les sorciers portent un intérêt vital à leur passé, dit-il. Mais je ne parle pas de leur passé personnel. Pour les sorciers, leur passé, c'est ce que d'autres sorciers ont accompli jadis. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est étudier ce passé. L'homme ordinaire, lui aussi, étudie le passé. Mais c'est essentiellement son passé personnel qu'il étudie, et il le fait pour des raisons personnelles. Les sorciers font tout à fait le contraire. Ils consultent leur passé pour acquérir un point de référence. Mais n'est-ce pas là ce que tout le monde fait, se tourner vers le passé pour trouver un point de référence, demandai-je. Non, répondit-il catégoriquement. L'homme ordinaire se mesure à son passé, qu'il s'agisse de son passé personnel ou de la connaissance passée de son époque, dans le but d'y trouver des justifications à son comportement présent ou futur, ou de se constituer un modèle. Seuls les sorciers cherchent authentiquement un point de référence dans leur passé. Peut-être, Don Juan, les choses seraient-elles plus claires pour moi si vous me disiez ce qu'est un point de référence pour un sorcier. Pour les sorciers, établir un point de référence signifie trouver une occasion d'étudier l'intention, répondit-il. Ce qui correspond exactement au but de ce dernier sujet d'enseignement. Et rien ne peut donner aux sorciers une meilleure perspective sur l'intention que le fait d'étudier des histoires d'autres sorciers ayant lutté pour comprendre la même force. Il m'expliqua qu'en étudiant leur passé, les sorciers de sa lignée tenaient soigneusement compte de l'ordre abstrait fondamental de leur connaissance. Il y a 21 noyaux abstraits dans la sorcellerie, poursuivit Don Juan. Et puis, fondés sur ces noyaux abstraits, il y a d'innombrables histoires de sorcellerie au sujet des naguals de notre lignée et de leur lutte pour comprendre l'esprit. Il est temps de te dire ce que sont les noyaux abstraits et les histoires de sorcellerie. J'attendis que Don Juan commence à me raconter ces histoires, mais il changea de sujet et se remit à m'expliquer la conscience. « Attendez, protestai-je. Et les histoires de sorcellerie, vous n'allez pas me les raconter ? » ?»« Bien sûr que si, dit-il. Mais ce ne sont pas des histoires que l'on peut raconter comme s'il s'agissait de contes. Tu devras les examiner en détail, puis y réfléchir encore, les revivre, pour ainsi dire. » Il y eut un long silence. Je devins très circonspect et j'eus peur, en continuant à lui demander de me raconter ces histoires, de m'engager dans quelque chose que je ne pourrais regretter plus tard. Mais ma curiosité l'emporta sur mon bon sens. « Eh bien, continuons à en parler, dis-je en ronchonnant. Don Juan, ayant manifestement compris le fond de ma pensée, sourit malicieusement. Il se leva et me fit signe de le suivre. Nous étions restés assis sur des rochers secs au fond d'un petit ravin. C'était le milieu de l'après-midi, le ciel était sombre et nuageux. Des nuages de pluie presque noirs, bas, étaient suspendus au-dessus des cimes à l'est. En comparaison, les nuages hauts faisaient apparaître clair le ciel au sud. Il avait plu abondamment, plus tôt, mais ensuite la pluie semblait s'être retirée dans une cachette, ne laissant planer après elle qu'une menace. J'aurais dû être glacé jusqu'à la moelle, car il faisait très froid. Mais j'avais chaud.
Alors que je serrais une pierre que Don Juan m'avait donnée à tenir, je me rendis compte que cette sensation de chaleur par un temps presque glacial m'était familière, mais qu'elle me stupéfiait chaque fois. Quand je paraissais sur le point de geler, Don Juan me donnait à tenir une branche ou une pierre, ou déposait une touffe de feuilles sous ma chemise, à l'extrémité de mon sternum, et cela suffisait à faire monter la température de mon corps. J'avais essayé en vain de recréer, tout seul, l'effet produit par ces soins. Il me dit que ce n'étaient pas ces soins qui m'avaient permis de continuer à avoir chaud, mais son silence intérieur, et que les branches, les pierres ou les feuilles n'étaient que des trucs destinés à immobiliser mon attention et à la concentrer. D'un pas rapide, nous escaladâmes la pente raide d'une montagne jusqu'à un méplat rocheux qui se trouvait tout à fait au sommet. Nous nous trouvions sur les contreforts d'une chaîne de montagnes plus élevée. Je voyais, du méplat rocheux, que le brouillard avait commencé à se diriger vers l'extrémité sud de la vallée qui était à nos pieds. Des nuages bas et peu épais semblaient aussi descendre sur nous, à partir des sommets noirs verts des hautes montagnes qui se trouvaient à l'ouest. Après la pluie, sous le ciel nuageux et sombre, la vallée et les montagnes, à l'est et au sud, paraissaient également recouvertes d'un manteau de silence noir-vert. « C'est un endroit idéal pour parler, » dit Don Juan, en s'asseyant sur le sol rocheux d'une grotte peu profonde qui était dissimulée. Cette grotte était parfaite pour s'asseoir côte à côte. Nos têtes touchaient presque le plafond et nos dos épousaient confortablement la surface courbe du mur rocheux. On aurait dit que la grotte avait été délibérément sculptée pour accueillir 2 personnes de notre taille. Je remarquai un autre caractère étrange au sujet de cette grotte. Quand j'étais debout sur le méplat, je voyais toute la vallée et la chaîne de montagnes à l'est et au sud, mais quand je m'asseyais, j'étais enserré par les rochers. Le méplat se trouvait pourtant au niveau du sol de la grotte. J'allais signaler cet étrange effet à Don Juan, mais il me précéda. « Cette grotte est faite par la main de l'homme, dit-il. Le méplat est incliné, mais l'œil ne perçoit pas l'angle. » Qui a construit cette grotte, Don Juan ? Les anciens sorciers. Il y a des milliers d'années peut-être. Et l'une des particularités de cette grotte est que les animaux, les insectes et même les gens n'y pénètrent pas. Les anciens sorciers ont dû lui infuser une charge de mauvais augure qui fait que tous les êtres vivants s'y sentent mal à l'aise. Mais, curieusement, je m'y sentais, sans raison, heureux et en sécurité. Une sensation de plaisir physique faisait vibrer mon corps tout entier. En fait, j'éprouvais à l'estomac la sensation la plus agréable, la plus délectable. C'était comme si on me chatouillait les nerfs. « Je ne me sens pas mal à l'aise, dis-je. »« Moi non plus, répondit-il. Ce qui signifie seulement que nous ne sommes pas, toi et moi, si loin, quant au tempérament, de ces vieux sorciers du passé, ce qui me préoccupe énormément. » J'eus peur d'aller plus loin sur le sujet, et j'attendis qu'il prenne la parole. La première histoire de sorcellerie que je vais te raconter s'appelle « Les manifestations de l'esprit », commença Don Juan. Mais ne te laisse pas mystifier par cette formule. Les manifestations de l'esprit ne représentent que le premier noyau abstrait autour duquel est construite la première histoire de sorcellerie. Ce premier noyau abstrait est en soi une histoire, poursuivit-il. L'histoire dit qu'il était une fois un homme ordinaire, sans caractéristiques particulières. Il était, comme tout le monde, une voie de passage pour l'esprit. Et à ce titre, comme tout le monde, il faisait partie de l'esprit, partie de l'abstrait. Mais il ne le savait pas. Le monde l'occupait tellement qu'il n'avait en fait ni le temps ni l'envie d'étudier la question. L'esprit essaya, en vain, de lui révéler ce qui les liait. Recourant à une voix intérieure, l'esprit dévoila ses secrets, mais l'homme était incapable de comprendre ses révélations. Naturellement, il entendait la voix intérieure, croyait que c'étaient ses propres sentiments qu'il éprouvait et ses propres pensées qu'il avait à l'esprit. Pour le tirer de son assoupissement, l'esprit lui donna 3 signes, 3 manifestations successives. L'esprit croisa physiquement le chemin de l'homme de la manière la plus visible, mais l'homme n'était conscient que de ses propres affaires. Don Juan s'arrêta et me regarda comme il avait l'habitude de le faire quand il attendait mes commentaires et mes questions. Je n'avais rien à dire. Je ne comprenais pas à quoi il voulait en venir. « Je viens de te faire part du premier noyau abstrait, poursuivit-il. La seule chose que je pourrais ajouter est que l'esprit fut contraint d'avoir recours à la ruse
à cause du total refus de comprendre dont l'homme faisait preuve. Et la ruse devint l'essentiel du chemin des sorciers. Mais cela est une autre histoire. Don Juan m'expliqua que les sorciers considéraient ce noyau abstrait comme un schéma d'événements ou un modèle récurrent qui apparaissait chaque fois que l'intention indiquait quelque chose de significatif. Les noyaux abstraits étaient ainsi les schémas d'enchaînement complets d'événements. Il m'affirma que par des moyens qui étaient au-delà de la compréhension, tous les détails de tous les noyaux abstraits se présentaient plus d'une fois à tous les apprentis naguals. Il m'affirma également qu'il avait aidé l'intention à m'impliquer dans tous les noyaux abstraits de sorcellerie, de la même manière que son bénéfactor, le nagual Julián, et tous les naguals qui l'avaient précédé avaient impliqué leurs apprentis. Ce processus par lequel tous les apprentis naguals faisaient connaissance avec les noyaux abstraits engendrait une série de récits bâtis autour de ces noyaux abstraits et mettant en jeu les détails particuliers de la personnalité de chaque apprenti et des circonstances où il se trouvait. Il me dit, par exemple, que j'avais ma propre version des manifestations de l'esprit, qu'il avait la sienne, que son bénéfactor avait la sienne, de même que le nagual qui l'avait précédé, et ainsi de suite. « Quelle est ma version des manifestations de l'esprit » lui demandai-je, un peu perplexe. « S'il y a un guerrier qui sait cela, c'est toi, répondit-il. Après tout, tu as écrit pendant des années sur ces histoires, mais tu n'as pas pris conscience des noyaux abstraits parce que tu es un homme pratique. Tu n'agis en tout que pour accroître ton sens pratique. Bien que tu aies manié tes histoires jusqu'à épuisement, tu n'as jamais compris qu'elles comportaient un noyau abstrait. Tout ce que je fais t'apparaît donc comme une activité pratique souvent fantasque, celle qui consiste à enseigner la sorcellerie à un apprenti pas très enthousiaste et, la plupart du temps, stupide. Aussi longtemps que tu considéreras les choses ainsi, les noyaux abstraits t'échapperont. Pardonnez-moi, Don Juan, mais votre discours est très déroutant. Que voulez-vous dire ? J'essaie d'aborder les histoires de sorcellerie en tant que sujet, répliqua-t-il. Je ne t'ai jamais parlé de cette question spécifiquement parce que, traditionnellement, on la garde secrète. Il s'agit du dernier stratagème de l'esprit. On dit que le moment où l'apprenti comprend les noyaux abstraits est pareil à celui où l'on pose la pierre qui couronne et scelle une pyramide. La nuit commençait à tomber et il semblait qu'il allait de nouveau pleuvoir. Je craignais que nous ne nous retrouvions trempés dans cette grotte si le vent se mettait à souffler d'est en ouest. J'étais sûr que Don Juan le savait, mais il paraissait ne pas en tenir compte. « Il ne pleuvra pas avant demain matin, dit-il. » Entendre répondre à mes pensées me fit bondir involontairement et cogner ma tête contre le plafond de la grotte. Il y eut plus de bruit que de mal. Don Juan riait en se tenant les côtes. Au bout d'un moment, ma tête commença vraiment à être douloureuse et je dus la masser. « Ta compagnie m'est aussi agréable que la mienne a dû l'être à mon bénéfactor, dit-il, et il se mit à rire. Nous restâmes silencieux pendant quelques minutes. Le silence qui m'entourait était sinistre. Je crus que j'entendais le bruissement des nuages bas qui descendaient des hautes montagnes vers nous. Puis, je m'aperçus que ce que j'entendais était le vent. De là où je me trouvais, on aurait dit le chuchotement de voix humaines. J'ai eu la chance incroyable de suivre les enseignements de 2 naguals, dit Don Juan, rompant le charme magnétique que le vent exerçait sur moi à ce moment-là. L'un était, bien sûr, mon bénéfactor, le nagual Julián, et l'autre était son bénéfactor, le nagual Elias. Mon cas était unique. « Mais pourquoi votre cas était-il unique ?» demandai-je. « Parce que, depuis des générations, les naguals ont groupé leurs apprentis plusieurs années après que leur maître ait quitté le monde, m'expliqua-t-il. Sauf mon bénéfactor. Je devins l'apprenti du nagual Julián 8 ans avant que son bénéfactor quitte le monde. J'ai bénéficié d'une grâce de 8 ans. C'était la chose la plus miraculeuse qui pouvait m'arriver, car j'ai eu l'occasion de recevoir l'enseignement de 2 maîtres au tempérament opposé. C'était comme si j'étais élevé par un père puissant et un grand-père encore plus puissant qui ne voyait pas les choses de la même manière. Dans ce genre d'épreuve, le grand-père gagne toujours. Je suis donc, et à proprement parler, le produit de l'enseignement du nagual Elias. J'étais plus proche de lui, non seulement par tempérament, mais aussi par mon physique. Je dirais que je lui dois mon bon équilibre. Cependant, la plus grande partie du travail qu'il fallut pour faire de l'être misérable que j'étais un guerrier impeccable, je le dois à mon bénéfactor, le nagual Julián.
À quoi ressemblait physiquement le Nagual Julián demandai-je. Sais-tu qu'il m'est difficile jusqu'à présent de me le représenter, dit Don Juan. Je sais que cela semble absurde, mais selon les besoins de la cause ou les circonstances, il pouvait être jeune ou vieux, beau ou pas, mou et faible ou fort et viril, gros ou mince, de taille moyenne ou très petit. Voulez-vous dire que c'était un acteur jouant différents rôles grâce à des accessoires? Non, il n'y avait pas d'accessoires, et ce n'était pas qu'un acteur. C'était d'abord, bien sûr, un grand acteur, mais cela est autre chose. Le fait est qu'il était capable de se transformer et d'incarner tous ces personnages diamétralement opposés. Être un grand acteur lui permettait de rendre toutes les petites particularités de comportement qui font la réalité de chaque être humain spécifique. Disons qu'il était à l'aise chaque fois qu'il changeait de personnage, comme tu es à l'aise à chaque fois que tu changes de vêtements. Je demandais avec impatience à Don Juan de m'en dire plus sur les transformations de son bénéfactor. Il me répondit que quelqu'un lui avait appris à faire la lumière sur ces transformations, mais que pour aller plus loin, il serait contraint de déborder sur d'autres histoires. De quoi avait l'air le Nagual Julián quand il ne se transformait pas? Disons qu'avant de devenir Nagual, il était très mince et musclé, dit Don Juan. Il avait les cheveux noirs, épais et ondulés. Il avait un long nez fin, de grandes dents blanches et robustes, un visage ovale, une mâchoire forte et des yeux marron foncé et brillants. Il mesurait à peu près 1,80 m. Ce n'était pas un Indien, ni un Mexicain basané. Il n'était pas blanc comme les Anglo-Saxons. En réalité, son teint, aurait-on dit, ne ressemblait à aucun autre, surtout au cours de ces dernières années, quand il changeait tout le temps et passait constamment d'une couleur très sombre à une couleur très claire et inversement. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était un homme âgé à la peau marron clair, puis, avec le temps, il devint un jeune homme à la peau claire qui devait avoir à peine quelques années de plus que moi. J'avais à l'époque 20 ans. Mais si ces changements d'apparence physique étaient étonnants, les changements d'humeur qui accompagnaient chaque transformation l'étaient encore plus. Par exemple, lorsqu'il était jeune et gros, il était jovial et sensuel. Quand c'était un vieil homme décharné, il était mesquin et vindicatif. Quand il était vieux et gros, c'était le plus grand imbécile du monde. Était-il jamais lui-même, demandai-je. Pas de la manière dont je suis moi-même, répondit-il. Comme les transformations ne m'intéressent pas, je suis toujours le même, mais il n'était pas du tout comme moi. Don Juan me regarda comme s'il évaluait ma force intérieure. Il sourit, hocha la tête de droite à gauche et éclata d'un gros rire. Qu'y a-t-il de si drôle, Don Juan? Le fait que tu sois encore trop pudibond et rigide pour apprécier pleinement la nature des transformations de mon bénéfactor et toute leur portée, dit-il. J'espère seulement que, lorsque j'en t'en parlerai, tu n'en feras pas une obsession morbide. Je ne sais pourquoi je me sentis soudain très mal à l'aise et dus changer de sujet. Pourquoi appelle-t-on les Naguals bénéfactors et non pas simplement maîtres, demandai-je nerveusement. Appeler un Nagual bénéfactor est une initiative que prennent ses apprentis, dit Don Juan. Un Nagual suscite un sentiment de reconnaissance irrésistible chez ses disciples. Après tout, un Nagual les forme et les guide à travers les contrées inimaginables. Je lui fis remarquer que l'enseignement était l'acte le plus noble et le plus altruiste qu'on puisse accomplir envers quelqu'un. Pour toi, enseigner, c'est parler de modèle, dit-il. Pour un sorcier, enseigner, c'est ce que fait un Nagual vis-à-vis de ses apprentis. Pour eux, il utilise la force dominante de l'univers, l'intention. La force qui modifie et réordonne les choses ou les maintient telles qu'elles sont. Le Nagual formule puis guide les conséquences que cette force peut avoir sur ses disciples. Sans l'intention formatrice du Nagual, il n'y aurait pour eux aucun émerveillement, rien d'imposant. Et ses apprentis, au lieu de s'embarquer pour un voyage magique voué à la découverte, n'apprendraient qu'un métier. Ils seraient guérisseurs, sorciers, devins, charlatans ou autre chose. « Pouvez-vous m'expliquer l'intention » demandai-je. « La seule façon de connaître l'intention, me répondit-il, est de la connaître directement, à travers un lien vivant qui existe entre l'intention et tous les êtres sensibles. Les sorciers appellent intention l'indescriptible, l'esprit, l'abstrait, le Nagual. Je préférerais l'appeler Nagual, mais cela se confond avec le nom du chef, du bénéfactor, qu'on appelle aussi le Nagual. J'ai donc choisi de l'appeler l'esprit, l'intention, l'abstrait. Don Juan s'arrêta subitement et me recommanda de rester silencieux et de penser à ce qu'il m'avait dit. Le ciel était devenu très sombre. Le silence était si profond qu'au lieu de m'apaiser, il me plongea dans un état d'agitation. Je ne pouvais mettre de l'ordre dans mes pensées.
J'essayais de me concentrer sur l'histoire qu'il m'avait racontée, mais au lieu de cela, je pensais à tout et à rien, jusqu'à ce qu'à la fin je m'endorme. L'impeccabilité du Nagual Elias. Je n'avais aucun moyen de savoir combien de temps je dormis dans cette grotte. La voix de Don Juan me fit sursauter et je me réveillai. Il était en train de me dire que la première histoire de sorcellerie concernant les manifestations de l'esprit était une explication de la relation existant entre l'intention et le Nagual. L'histoire disait comment l'esprit tendait un piège au Nagual, futur disciple, et comment le Nagual devait évaluer le piège avant de décider de l'accepter ou de le rejeter. Il faisait très sombre dans la grotte et on était à l'étroit dans cet espace réduit. Une superficie de cette dimension m'aurait porté à la claustrophobie en temps ordinaire, mais la grotte ne faisait que me calmer, chassant mon désagrément. Et puis, quelque chose dans la configuration de cette grotte absorbait les échos des mots que prononçait Don Juan. Don Juan m'expliqua que tout acte accompli par les sorciers, en particulier par les Naguals, l'était soit comme un moyen de renforcer leur lien avec l'intention, soit comme une réaction déclenchée par ce lien lui-même. Les sorciers, et les Naguals plus précisément, devaient donc être activement et en permanence à l'affût des manifestations de l'esprit. On appelait ces manifestations des gestes de l'esprit ou, plus simplement, des indications ou des présages. Il me raconta à nouveau une histoire que je connaissais, l'histoire de sa rencontre avec son bénéfactor, le Nagual Julián. Don Juan avait été amené à force de cajolerie par 2 hommes malhonnêtes à travailler dans une hacienda isolée. L'un des hommes, le contremaître de l'hacienda, avait carrément pris possession de Don Juan et en avait en réalité fait un esclave. Désespéré et sans autre recours, Don Juan s'enfuit. Le contremaître violent le poursuivit et l'attrapa sur une route de campagne où il lui tira une balle dans la poitrine et le laissa pour mort. Don Juan était étendu, inconscient, sur la route, saignant à mort, quand arriva le Nagual Julián. Se servant de sa science de guérisseur, celui-ci arrêta l'hémorragie, emmena Don Juan encore inconscient chez lui et le soigna. Les indications que l'esprit fournit au Nagual Julián à propos de Don Juan consistaient d'abord en une petite tornade qui souleva un cône de poussière sur la route à quelques mètres de l'endroit où ce dernier était étendu. Le second présage fut la pensée qui avait traversé l'esprit du Nagual Julián un instant avant qu'il entende la détonation du revolver tout près de lui, à savoir qu'il était temps pour lui d'avoir un apprenti Nagual. Un peu plus tard, l'esprit lui envoya le 3e présage, lorsque le Nagual Julián courut pour se cacher et, au lieu de cela, se cogna contre le tueur, le mettant en fuite et l'empêchant peut-être de tirer une seconde fois sur Don Juan. Entrer en collision avec quelqu'un était le genre de faute qu'aucun sorcier, encore moins un Nagual, ne devait jamais commettre. Le Nagual Julián évalua immédiatement l'occasion. Lorsqu'il vit Don Juan, il comprit la raison de la manifestation de l'esprit. Il y avait là un homme double, un parfait candidat pour être son apprenti Nagual. Cela provoqua en moi un doute harcelant, d'ordre rationnel. Je voulais savoir si les sorciers pouvaient se tromper dans l'interprétation d'un présage. Don Juan me répondit que ma question, bien qu'elle parût parfaitement légitime, était inapplicable, comme la majorité de mes questions, parce que je les posais en me référant à mes expériences du monde de tous les jours. Elles concernaient ainsi toujours des méthodes éprouvées, des marches à suivre et des règles méticuleuses, mais n'avaient aucun rapport avec les principes de la sorcellerie. Il souligna que le vice de mon raisonnement provenait de ce que je n'y intégrais jamais les expériences que j'avais vécues dans le monde des sorciers. Je lui dis que très peu de mes expériences vécues dans le monde des sorciers avaient bénéficié de continuité et que je ne pouvais donc pas me servir de ces expériences aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Je ne m'étais souvenu de tout que très rarement et seulement lorsque je me trouvais dans des états de profonde conscience accrue. Au niveau de conscience accrue auquel j'accédais d'ordinaire, la seule expérience d'une continuité entre le passé et le présent était le fait que je le connaissais, lui. Il me répondit sur un ton mordant que j'étais parfaitement capable de m'engager dans les raisonnements des sorciers parce que j'avais fait l'expérience des principes de la sorcellerie dans mon état de conscience normal. Il ajouta, avec plus de douceur, que la conscience accrue ne révélait rien avant que tout l'édifice de la sorcellerie fût achevé. Ensuite, il répondit à ma question sur la possibilité que les sorciers puissent mal interpréter les présages. Il m'expliqua que lorsqu'un sorcier interprétait un présage, il connaissait sa signification exacte sans avoir la moindre idée des moyens par lesquels il la connaissait.
C'était là un effet ahurissant du lien de communication avec l'intention. Les sorciers avaient un sens de la connaissance directe des choses. Le degré de leur certitude dépendait de la force et de la clarté du lien qui était en eux. Il me dit que le sentiment que tout le monde connaît sous le nom d'intuition est l'activation de notre lien avec l'intention. Et comme les sorciers recherchent délibérément la compréhension et le renforcement de ce lien, on peut dire qu'ils savent tout par intuition, infailliblement et exactement. Lire les présages est une chose banale pour les sorciers. Les erreurs ne surviennent que lorsque les sentiments personnels interviennent et obscurcissent chez le sorcier le lien de communication avec l'intention. Autrement, leur connaissance directe est tout à fait exacte et fonctionnelle. Nous demeurâmes silencieux un moment. Tout à coup, il me dit « Je vais te raconter une histoire sur le Nagual Elias et la manifestation de l'esprit. L'esprit se manifeste à un sorcier, surtout à un Nagual, à tout bout de champ. Cela n'est cependant pas toute la vérité. La vérité, c'est que l'esprit se révèle à tout le monde avec la même intensité et la même uniformité, mais que seuls les sorciers et surtout les Naguals sont à l'unisson avec ces révélations. » Don Juan commença son histoire. Il me dit que le Nagual Elias s'était rendu un jour à la ville sur son cheval, auquel il avait fait prendre un raccourci à travers des champs de maïs, quand, soudain, le cheval se cabra, effrayé par le vol bas et rapide d'un faucon qui faillit, à quelques centimètres près, heurter le chapeau de paille du Nagual. Le Nagual descendit immédiatement de selle et se mit à regarder alentour. Il vit un étrange jeune homme au milieu des épis de maïs hauts et secs. L'homme était vêtu d'un costume noir coûteux et semblait étranger. Le Nagual Elias était habitué à voir des paysans ou des propriétaires terriens dans les champs, mais il n'avait jamais vu un citadin élégant s'y déplacer avec un dédain apparent pour ses chaussures et ses vêtements de prix. Le Nagual attacha son cheval et marcha vers le jeune homme. Il reconnut dans le vol du faucon, comme dans l'habillement de l'homme, d'évidentes manifestations de l'esprit dont il ne pouvait pas ne pas tenir compte. Il s'approcha très près du jeune homme et vit ce qui se passait. L'homme poursuivait une paysanne qui courait quelques mètres devant, se dérobant et riant avec lui. La contradiction était tout à fait évidente pour le Nagual. Les deux personnes qui gambadaient dans le champ de maïs n'allaient pas ensemble. Le Nagual se dit que l'homme devait être le fils du propriétaire de la ferme et la femme une servante de leur maison. Il se sentit gêné de les observer et se trouvait sur le point de rebrousser chemin quand le faucon survola à nouveau le champ de blé et, cette fois, effleura la tête du jeune homme. Le faucon alarma le couple qui s'arrêta et regarda en l'air, essayant de prévoir un autre survol. Le Nagual remarqua que l'homme était mince et beau et qu'il avait des yeux obsédants et inquiets. Puis, le couple se lassa d'attendre le faucon et reprit ses jeux. L'homme attrapait la femme, l'enlaçait et la posait doucement par terre. Mais au lieu d'essayer de lui faire l'amour, comme le Nagual pensait que cela se passerait, il se déshabilla et parada nu en face de la femme. Elle ne ferma pas les yeux timidement, ni ne cria de frayeur ou de confusion. Elle gloussa, fascinée par le jeune homme nu qui caracolait, tournait autour d'elle comme un satyre, faisant des gestes obscènes et riant. Finalement, apparemment subjuguée par cette vision, elle poussa un cri sauvage, se leva et se jeta dans les bras du jeune homme. Don Juan me dit que le Nagual Elias lui avoua que les indications de l'esprit dans ce cas avaient été très déconcertantes. Il sautait aux yeux que l'homme était fou. Sinon, sachant combien les paysans protégeaient leurs femmes, il n'aurait pas envisagé de séduire une jeune paysanne en plein jour, à quelques mètres de la route et nue par-dessus le marché. Don Juan éclata de rire et me dit qu'à l'époque, pour se déshabiller et se livrer à un acte sexuel en pleine lumière dans ce genre de lieu, il fallait être fou ou béni par l'esprit. Il ajouta que ce que cet homme avait fait pouvait ne pas paraître remarquable aujourd'hui. Mais en ce temps-là, il y a presque 100 ans, les gens étaient infiniment plus inhibés. Le Nagual Elias acquit la conviction devant tout cela, et aussitôt qu'il posa les yeux sur l'homme, que celui-ci était à la fois fou et béni par l'esprit. Il craignait que des paysans ne passent par là, ne soient pris de fureur et ne lynchent l'homme immédiatement. Mais personne ne vint. Le Nagual eut l'impression que le temps avait été suspendu. Quand l'homme eut fini de faire l'amour, il s'habilla, tira un mouchoir, enleva méticuleusement la poussière de ses chaussures et, sans cesser de faire de folles promesses à la fille, s'en alla. Le Nagual Elias le suivit. En fait, il le suivit pendant plusieurs jours et apprit qu'il s'appelait Julian et qu'il était acteur.
Par la suite, le Nagual le vit assez souvent sur scène pour se rendre compte que cet acteur possédait un grand charisme. Le public, surtout les femmes, l'aimait. Et il ne se gênait pas pour se servir de ses dons charismatiques dans le but de séduire ses admiratrices. Pendant que le Nagual suivait l'acteur, il put constater plus d'une fois sa technique de séduction. Elle consistait à se montrer nu à ses admiratrices en adoration aussitôt qu'il avait réussi à les isoler, puis à attendre jusqu'à ce que les femmes, stupéfiées par sa parade, cèdent. Cette technique semblait très bien marcher. Le Nagual dut admettre que tout réussissait à l'acteur à une exception près. Il souffrait d'une maladie mortelle. Le Nagual avait vu l'ombre noire de la mort qui le suivait partout. Don Juan m'expliquait à nouveau une chose qu'il m'avait dite des années plus tôt, à savoir que notre mort était une tache noire située juste au-dessous de notre épaule gauche. Il me dit que les sorciers savaient quand une personne était près de mourir parce qu'ils voyaient cette tache noire qui devenait une ombre mouvante, de la taille et de la forme exacte de la personne à laquelle elle correspondait. Reconnaissant la présence imminente de la mort, le Nagual fut plongé dans une perplexité qui le paralysa. Il se demandait pourquoi l'esprit choisissait une personne aussi malade. Il avait appris que dans un état naturel, c'était le remplacement et non la réparation qui prévalait. Et le Nagual doutait de disposer de la capacité ou de la force nécessaire pour soigner ce jeune homme ou pour repousser l'ombre noire de sa mort. Il doutait même de pouvoir comprendre pourquoi l'esprit l'avait entraîné dans une parade qui était un gâchis si manifeste. Le Nagual ne put que rester auprès de l'acteur, le suivre là où il allait et attendre l'occasion de voir plus profondément. Don Juan m'expliqua que la première réaction d'un Nagual, quand il affronte les manifestations de l'esprit, est de voir la personne dont il est question. Le Nagual avait fait preuve de méticulosité pour voir l'homme dès qu'il avait posé les yeux sur lui. Il avait également vu la paysanne qui participait de la manifestation de l'esprit, mais il n'avait rien vu qui, selon lui, aurait pu justifier le déploiement de l'esprit. Cependant, alors qu'il assistait à une nouvelle tentative de séduction, la capacité de voir du Nagual acquit une nouvelle profondeur. Cette fois, l'admiratrice éperdue de l'acteur était la fille d'un riche propriétaire, et elle était, dès le début, totalement maîtresse de la situation. Le Nagual était au courant de leur rendez-vous parce qu'il l'avait entendu mettre l'acteur au défi de la rencontrer le lendemain. Le Nagual était caché, à l'heure dite, de l'autre côté de la rue quand la jeune femme quitta sa maison et, au lieu de se rendre à la première messe, alla rejoindre l'acteur. Celui-ci l'attendait et elle l'incita par des câlineries à la suivre dans les champs. Il semblait hésiter, mais elle se moqua de lui et ne lui permit pas de reculer. Comme il les regardait s'éloigner furtivement, le Nagual eut la conviction absolue que quelque chose allait se produire ce jour-là sans qu'aucun des joueurs ne s'y attende. Il vit que l'ombre noire de l'acteur avait grandi jusqu'à mesurer 2 fois la taille de celui-ci. Le Nagual déduisit, en constatant la mystérieuse dureté du regard de la jeune femme, qu'elle aussi avait senti l'ombre noire de la mort à un niveau intuitif. L'acteur semblait soucieux. Il ne riait pas comme il l'avait fait dans d'autres circonstances. Ils marchèrent assez loin. À un moment donné, ils repérèrent le Nagual qui les suivait, mais celui-ci fit immédiatement semblant de travailler la terre comme un paysan du coin. Cette feinte permit au couple de se détendre et au Nagual de se rapprocher. Puis vint le moment où l'acteur ôta ses vêtements et se montra à la fille. Mais au lieu de se pâmer et de tomber dans ses bras, comme l'avaient fait ses autres conquêtes, cette fille se mit à le frapper. Elle lui donna sans merci des coups de pied et de poing et marcha sur ses orteils nus, ce qui le fit crier de douleur. Le Nagual savait que l'homme n'avait ni menacé ni fait de mal à la jeune femme. Il n'avait pas posé un doigt sur elle. Elle était seule à se battre. Lui essayait seulement d'esquiver les coups et continuellement, mais sans enthousiasme, de la séduire en lui montrant ses parties génitales. Le Nagual était à la fois rempli d'admiration et de dégoût. Il percevait que l'acteur était un libertin incorrigible, mais il percevait aussi aisément qu'il y avait en lui quelque chose d'unique, bien que de révoltant. Cela déconcertait le Nagual de voir que le lien de communication de cet homme avec l'esprit était extraordinairement clair. Enfin, l'agression prit fin. La femme cessa de battre l'acteur. Mais à ce moment-là, au lieu de s'enfuir, elle céda, s'étendit et dit à l'acteur qu'il pouvait agir à sa guise. Le Nagual remarqua que l'homme était tellement épuisé qu'il était pratiquement inconscient. Pourtant, malgré sa fatigue, il y alla et consomma l'acte. Le Nagual riait et méditait sur l'inutilité de la grande vigueur et de la forte détermination de l'homme au moment où la femme cria et où l'acteur commença à suffoquer. Le Nagual vit comment l'ombre noire frappa l'acteur.
Elle plongea comme un poignard, avec une exactitude parfaite, dans son trou. Don Juan fit alors une digression pour m'expliquer quelque chose dont il m'avait déjà parlé. Il m'avait décrit le trou comme une ouverture située dans notre cocon lumineux, à la hauteur du nombril, où la force de la mort ne cessait de frapper. Ce que Don Juan m'expliquait maintenant était que, quand la mort frappait des êtres en bonne santé, il s'agissait d'un coup semblable à celui d'un ballon, semblable à un coup de poing. Mais lorsque les êtres étaient mourants, la mort les frappait d'un coup qui ressemblait à un coup de poignard. Ainsi, le Nagual Elias savait parfaitement que l'homme était comme mort, et que sa mort mettait automatiquement un terme à son propre intérêt à l'égard des desseins de l'esprit. Il n'y avait plus de dessein, la mort avait tout aplani. Il sortit de sa cachette et commença à s'en aller quand quelque chose le fit hésiter. Il s'agissait du calme de la jeune femme. Elle se revêtait avec nonchalance des quelques vêtements qu'elle avait ôtés et sifflait un air un peu mélodieux, comme si de rien n'était. Le Nagual vit ensuite qu'en se détendant pour accepter la présence de la mort, le corps de l'homme avait libéré un voile protecteur et révélé sa véritable nature. C'était un homme double aux ressources fabuleuses, capable de créer un écran à des fins de protection ou de déguisement. Un sorcier naturel et un candidat parfait pour être l'apprenti d'un Nagual, si ce n'était l'ombre noire de la mort. Le Nagual était complètement décontenancé à cette vue. Il comprenait maintenant les desseins de l'esprit, mais ne pouvait pas comprendre comment un homme aussi inutile pouvait s'inscrire dans l'ordre des choses établies par les sorciers. Entre-temps, la femme s'était levée, et sans même un regard pour l'homme, dont le corps était contorsionné par les spasmes de l'agonie, elle s'en alla. Le Nagual vit alors sa luminosité et comprit que son extrême agressivité provenait d'un énorme flux d'énergie superflu. Il fut convaincu que si elle n'employait pas cette énergie à bon escient, celle-ci prendrait l'avantage sur elle et qu'on ne pourrait pas savoir quel malheur il en résulterait. Tandis que le Nagual observait l'indifférence avec laquelle elle s'éloignait, il se rendit compte que l'esprit lui avait envoyé une autre manifestation. Il fallait qu'il soit calme, nonchalant. Il fallait qu'il agisse comme s'il n'avait rien à perdre et qu'il intervienne dans cet esprit. Comme un véritable Nagual, il décida de s'attaquer à l'impossible sans autre témoin que l'esprit. Don Juan me dit, en guise de commentaire, qu'il fallait des incidents de ce genre pour vérifier si un Nagual l'est vraiment ou s'il s'agit d'un imposteur. Les Naguals prennent des décisions. Sans se soucier des conséquences, ils se livrent à une action ou choisissent de ne pas le faire. Les imposteurs réfléchissent et tombent dans la paralysie. Ayant pris sa décision, le Nagual Elias s'approcha, en marchant lentement, de l'homme mourant et fit la première chose que son corps, et non pas son esprit, lui imposa de faire. Il frappa le point d'assemblage de l'homme pour le faire accéder à la conscience accrue. Il frappa l'homme plusieurs fois, avec frénésie, jusqu'à ce que son poids d'assemblage se déplace. Aidés par la force de la mort elle-même, les coups du Nagual envoyèrent le point d'assemblage de l'homme vers un endroit où la mort ne comptait plus, et là, il cessa de mourir. Quand l'acteur se remit à respirer, le Nagual avait pris conscience de l'ampleur de sa responsabilité. Si l'homme devait lutter contre la force de sa mort, il lui fallait rester dans un état profond de conscience accrue jusqu'à ce que la mort ait été repoussée. La détérioration physique avancée de l'homme impliquait qu'on ne pouvait pas le déplacer sous peine de le voir mourir immédiatement. Le Nagual fit la seule chose possible étant donné les circonstances. Il construisit une cabane autour du corps. Là, pendant 3 mois, il soigna l'homme complètement immobilisé. Mes pensées rationnelles prirent le dessus. Et au lieu d'écouter simplement, je voulus savoir comment le Nagual Elias avait pu construire une cabane sur une terre appartenant à quelqu'un d'autre. Je connaissais la passion des paysans pour la propriété de la terre et le sens du territoire qui l'accompagnait. Don Juan admit qu'il avait posé cette question lui-même. Et le Nagual Elias avait répondu que c'était l'esprit lui-même qui l'avait permis. C'était le cas pour tout ce qu'un Nagual entreprenait, à condition qu'il suive les manifestations de l'esprit. La première chose que fit le Nagual Elias, quand l'acteur se remit à respirer, fut de courir après la jeune femme. Elle constituait une partie importante de la manifestation de l'esprit. Il la rattrapa non loin de l'endroit où reposait l'acteur à peine vivant. Au lieu de lui parler de la situation critique où se trouvait l'homme et de tenter de la convaincre de l'aider, il assuma encore une fois la responsabilité totale de ses actions et sauta sur elle comme un lion en frappant son point d'assemblage d'un coup puissant. L'acteur et elle étaient tous deux capables de supporter des coups provenant de la vie ou de la mort. Son point d'assemblage se déplaça, mais se mit à bouger de façon irrégulière dès qu'il fut libéré.
Le nagual porta la jeune femme jusqu'à l'endroit où reposait l'acteur, puis il passa toute la journée à essayer de l'empêcher, elle, de perdre l'esprit et lui, de perdre la vie. Quand il fut bien certain de contrôler relativement la situation, il alla trouver le père de la jeune femme et lui dit que la foudre devait avoir frappé sa fille et l'avoir rendue provisoirement folle. Il emmena le père à l'endroit où elle était étendue et lui dit que le jeune homme avait reçu toute la charge de la foudre dans le corps, sauvant ainsi la fille d'une mort certaine, mais au prix d'un choc tel qu'on ne pouvait pas le transporter. Le père, reconnaissant, aida le nagual à construire la cabane pour l'homme qui avait sauvé sa fille. Et, en 3 mois, le nagual réalisa l'impossible, il guérit le jeune homme. Quand le temps vint de partir pour le nagual, son sens de la responsabilité et son devoir exigèrent de lui qu'il prévînt la jeune femme de son énergie excessive et des conséquences que celle-ci pourrait avoir sur sa vie et son bien-être, et de lui demander, en même temps, de rejoindre le monde des sorciers qui serait sa seule défense contre sa force d'autodestruction. La femme ne répondit pas, et le nagual Elias fut obligé de lui dire ce que tous les naguals ont dit à travers les âges à un futur apprenti, que les sorciers parlent de la sorcellerie comme d'un oiseau magique et mystérieux qui s'est arrêté un moment, dans son vol, pour donner à l'homme de l'espoir et un but, que les sorciers vivent sous l'aile de cet oiseau, qu'ils appellent l'oiseau de la sagesse, l'oiseau de la liberté, qu'ils le nourrissent de leur dévouement et de leur impeccabilité. Il lui dit que les sorciers savaient que le vol de l'oiseau de la liberté dessinait toujours une ligne droite, car il ne pouvait pas faire de boucle, ni faire demi-tour et revenir, et que l'oiseau de la liberté ne pouvait faire que 2 choses, emmener les sorciers avec lui ou les laisser. Le nagual Elias ne pouvait pas tenir le même langage au jeune acteur qui était encore mortellement malade. Le jeune homme n'avait guère de choix. Pourtant, le nagual lui dit que, s'il voulait être soigné, il devait suivre le nagual sans condition. L'acteur accepta tout de suite. Le jour où le nagual Elias et l'acteur commencèrent à partir pour rentrer chez eux, la jeune femme attendait silencieusement en bordure de la ville. Elle ne portait pas de valise, pas même un panier. Elle semblait être seulement venue les voir partir. Le nagual continua à marcher sans la regarder, mais l'acteur, porté sur un brancard, s'efforça de lui dire au revoir. Elle rit et se joignit sans un mot au groupe du nagual. Elle n'éprouvait pas de doute, elle n'avait pas de problème à l'idée de tout abandonner. Elle avait parfaitement compris qu'il n'y aurait pas d'autre occasion pour elle, que l'oiseau de la liberté emmenait les sorciers avec lui ou les laissait. Don Juan déclara en guise de commentaire que cela n'était pas surprenant. La force de la personnalité du nagual était toujours si écrasante qu'il était pratiquement irrésistible, et le nagual Elias avait profondément touché ces 2 personnes. Il avait disposé de 3 mois d'interaction quotidienne pour les habituer à sa cohérence, à son détachement, à son objectivité. Sa sobriété les avait enchantés et, surtout, son dévouement total envers eux. Par son exemple et ses actions, le nagual Elias leur avait donné un aperçu substantiel du monde des sorciers. Un monde qui soutient et nourrit, mais un monde extrêmement exigeant. C'était un monde qui tolérait très peu de fautes. Don Juan me rappela alors quelque chose qu'il m'avait souvent répété, mais que j'avais toujours réussi à chasser de mes pensées. Il me dit que je ne devais pas oublier, fût-ce un instant, que l'oiseau de la liberté était très peu patient devant l'indécision et que, quand il s'envolait, il ne revenait jamais. La résonance glaciale de sa voix donna à l'environnement qui, une seconde plus tôt, était paisible et obscur, un caractère d'urgence. Don Juan invoqua le retour de l'obscurité paisible aussi vite qu'il avait fait appel à l'urgence. Il me donna un léger coup de poing sur le bras. Cette femme avait une telle puissance qu'elle pouvait danser en traçant des cercles autour de tout le monde, dit-il. Elle s'appelait Thalia. Chapitre 2. Le cognement de l'esprit. L'abstrait. Nous retournâmes vers la maison de Don Juan aux premières heures du matin. Il nous fallut beaucoup de temps pour descendre la montagne, principalement parce que j'avais peur de tomber dans un précipice à cause de l'obscurité et que Don Juan devait continuellement s'arrêter pour reprendre le souffle perdu à se rire de moi. J'étais mort de fatigue, mais je ne pouvais pas m'endormir. Avant midi, il commença à pleuvoir. Le bruit de la forte averse sur le toit de tuiles, au lieu de me porter à la somnolence, effaça toute trace de sommeil. Je me levai et me rendis à la recherche de Don Juan. Je le trouvai assoupi dans un fauteuil. Au moment où j'approchais de lui, il était tout à fait réveillé. Je lui dis bonjour. « On dirait que vous n'avez pas de mal à vous endormir, lui dis-je. Quand tu as eu peur ou que tu as été bouleversé, ne t'étends pas sur un lit pour dormir, me dit-il sans me regarder. Dors assis sur un fauteuil moelleux, comme je le fais. Il m'avait suggéré une fois, pour doter mon corps d'un repos réparateur,
de prendre de longs moments de sommeil, couché sur le ventre, mon visage tourné vers la gauche et mes pieds dépassant du lit. Pour éviter d'avoir froid, il me recommanda de recouvrir mes épaules d'un oreiller mou, loin de ma nuque, et de porter des grosses chaussettes ou de garder simplement mes chaussures. Quand j'entendis cela pour la première fois, je crus qu'il plaisantait, mais je changeai d'avis plus tard. Le fait de dormir dans cette position me permettait de me reposer extraordinairement bien. Quand je lui parlais de ces résultats surprenants, il me conseilla de suivre ses suggestions à la lettre sans me soucier de le croire ou non. Je fis remarquer à Don Juan qu'il aurait pu me parler de la position du sommeil assis la veille. Je lui expliquai que mon insomnie, à part ma fatigue extrême, était due à une étrange inquiétude au sujet de ce qu'il m'avait dit dans la grotte des sorciers. « La ferme !» s'exclama-t-il. « Tu as vu et entendu des choses infiniment plus pénibles sans perdre un moment de sommeil. C'est autre chose qui te dérange. » Je crus un moment qu'il voulait dire que je n'avais pas été sincère avec lui quant à ce qui me préoccupait vraiment. Je commençai à m'expliquer, mais il continuait à parler comme si je n'avais pas ouvert la bouche. « Tu as dit catégoriquement hier soir que la grotte te mettait mal à l'aise, dit-il. Eh bien, ce fut visiblement le cas. Hier soir, je ne me suis plus étendu sur le sujet de la grotte parce que j'attendais de voir ta réaction. » Don Juan m'expliqua que cette grotte avait été conçue par des sorciers, dans des temps anciens, pour servir de catalyseur. On l'avait construite soigneusement sous cette forme pour abriter 2 personnes et 2 champs d'énergie. La théorie des sorciers voulait que la nature du rocher et la manière dont il avait été sculpté permettent aux 2 corps, aux 2 boules lumineuses, d'entremêler leurs énergies. « Je t'ai emmené à cette grotte exprès, poursuivit-il, non pas parce que je l'aime, je ne l'aime pas, mais parce qu'elle a été créée comme un instrument servant à plonger profondément l'apprenti dans la conscience accrue. Mais, malheureusement, de même qu'elle peut être utile, elle peut embrouiller les choses. Les anciens sorciers n'étaient pas portés sur la pensée. Ils penchaient vers l'action. « Vous dites toujours que votre bénéfacteur était ainsi, lui dis-je. »« Il s'agit là d'une exagération de ma part, répondit-il, très proche de celle qui me fait te traiter d'imbécile. Mon bénéfacteur était un nagual moderne, engagé dans la poursuite de la liberté, mais il penchait vers l'action plutôt que vers les pensées. Tu es un nagual moderne, engagé dans la même quête, mais tu penches lourdement vers les aberrations de la raison. » Il avait dû trouver sa comparaison très drôle, son rire résonna dans la pièce vide. Quand je ramenai la conversation sur le sujet de la grotte, il fit semblant de ne pas m'entendre. Je savais qu'il faisait semblant, à cause de la lueur de son regard et de la façon dont il souriait. « Hier soir, je t'ai délibérément exposé le premier noyau abstrait, dit-il, dans l'espoir qu'en réfléchissant sur la façon dont je me suis comporté avec toi au cours de ces années, tu te ferais une idée des autres noyaux. Tu es auprès de moi depuis longtemps, tu me connais donc très bien. Pendant toutes les minutes qu'a duré notre association, j'ai essayé d'adapter mes actions et mes pensées au modèle des noyaux abstraits. L'histoire du nagual Elias est une autre affaire. Bien que l'histoire semble concerner des gens, il s'agit en réalité d'une histoire traitant de l'intention. L'intention crée des édifices devant nous et nous invite à y pénétrer. C'est de cette façon que les sorciers comprennent ce qui se passe autour d'eux. Don Juan me rappela que j'avais toujours insisté pour essayer de découvrir l'ordre sous-jacent de tout ce qu'il me disait. Je crus qu'il me critiquait pour mes tentatives de transformer tout ce qu'il m'enseignait en problème de science sociale. Je commençais à lui dire que ma conception des choses avait changé sous son influence. Il m'arrêta et sourit. « Tu ne penses vraiment pas tout à fait comme il faut, dit-il, et il soupira. Je veux que tu comprennes l'ordre sous-jacent de ce que je t'enseigne. Mon objection concerne ce que tu prends pour l'ordre sous-jacent. Celui-ci représente pour toi des procédures secrètes ou une logique cachée. Pour moi, cela représente 2 choses. À la fois l'édifice que l'intention fabrique en un clin d'œil et place devant nous pour que nous y pénétrions, et les signes qu'elle nous envoie pour que nous ne nous perdions pas une fois dedans. Comme tu vois, l'histoire du nagual Elias était plus qu'un simple récit des détails séquentiels qui composaient l'événement, poursuivit-il. Au-dessous de tout cela, il y avait l'édifice de l'intention. Et l'histoire était destinée à te donner une idée de ce qu'étaient les naguals du passé,
de manière que tu reconnaisses leur façon de faire pour adapter leurs pensées et leurs actions aux édifices de l'intention. » Il y eut un silence prolongé. Je n'avais rien à dire. Plutôt que de laisser mourir la conversation, je dis la première chose qui me passa par l'esprit. Je dis que je m'étais fait une opinion très positive du Nagual Elias d'après les histoires que j'avais entendues à son sujet. J'aimais le Nagual Elias, mais, pour des raisons que j'ignorais, tout ce que Don Juan m'avait dit du Nagual Julián me gênait. La seule mention de mon malaise ravit démesurément Don Juan. Il dut se lever de sa chaise pour ne pas étouffer de rire. Il mit son bras sur mon épaule et me dit que nous aimions ou haïssions ceux qui étaient des reflets de nous-mêmes. À nouveau, une timidité stupide m'empêcha de lui demander ce qu'il entendait par là. Don Juan continua à rire, manifestement conscient de mon humeur. Il dit finalement que le Nagual Julián était pareil à un enfant dont la sobriété et la modération venaient toujours de l'extérieur. Il n'avait pas de discipline intérieure au-delà de sa formation d'apprenti en sorcellerie. J'éprouvais un besoin pressant et irrationnel de me défendre. Je dis à Don Juan que ma discipline provenait de l'intérieur de moi-même. « Bien sûr, dit-il avec condescendance, tu ne peux pas t'attendre à lui ressembler exactement. » Et il recommença à rire. Parfois, Don Juan m'exaspérait tellement que j'étais sur le point de hurler. Mais mon humeur ne dura pas longtemps. Elle se dissipa si vite qu'une autre préoccupation commença à se dessiner. Je demandai à Don Juan s'il était possible que j'aie accédé à la conscience accrue sans me rendre compte. Ou peut-être y étais-je demeuré depuis plusieurs jours. À cette étape, on accède tout seul à la conscience accrue, dit-il. La conscience accrue n'est un mystère que pour ta raison. En pratique, c'est une chose très simple. Comme pour tout le reste, nous compliquons les problèmes en essayant de rendre raisonnable l'immensité qui nous entoure. Il me fit remarquer que je devrais penser au noyau abstrait qu'il m'avait livré au lieu de discuter inutilement de ma personne. Je lui dis que j'y avais pensé toute la matinée et que je m'étais rendu compte que le thème métaphorique de l'histoire résidait dans les manifestations de l'esprit. Mais ce que je ne parvenais pas à percevoir, c'était le noyau abstrait dont il parlait. Il s'agissait sûrement d'une chose qui était passée sous silence. « Je répète, dit-il à la façon d'un professeur faisant faire ses exercices à un élève. Les manifestations de l'esprit est le nom du premier noyau abstrait des histoires de sorcellerie. De toute évidence, ce que les sorciers reconnaissent en tant que noyau abstrait est quelque chose qui te dépasse en ce moment. Cette partie qui t'échappe, les sorciers la connaissent en tant qu'édifice de l'intention, en tant que voix silencieuse de l'esprit, ou bien encore en tant qu'arrangement secret de l'esprit. Je lui dis que, pour moi, le mot « secret » signifiait une chose qui n'était pas ouvertement révélée, comme dans « motif secret ». Et il me répondit que, dans ce cas, « secret » avait une signification plus large. Le mot renvoyait à une connaissance sans parole, indépendante de notre compréhension immédiate, surtout de la mienne. Il reconnut que la compréhension à laquelle il faisait allusion dépassait tout simplement mes aptitudes actuelles, mais pas mes possibilités fondamentales de compréhension. Si les noyaux abstraits dépassent ma compréhension, à quoi bon en parler ? Demandai-je. La règle veut que les noyaux abstraits et les histoires de sorcellerie soient dits à cette étape-ci, répondit-il. Et un jour, l'arrangement secret de l'abstrait, qui est une connaissance sans mots, ou l'édifice de l'intention inhérent aux histoires, te seront révélés par ces histoires elles-mêmes. Je ne comprenais toujours pas. L'arrangement secret de l'esprit n'est pas seulement l'ordre dans lequel les noyaux abstraits ont été présentés, m'expliqua-t-il, ni ce qu'ils ont de commun, ni même la trame qui les assemble. Il consiste à connaître l'abstrait directement, sans l'intervention du langage. Il me scruta en silence de la tête aux pieds, dans l'intention évidente de me voir. « Ça ne t'apparaît pas encore, dit-il. » Il fit un geste d'impatience, une petite colère même, comme si ma lenteur l'agaçait, et cela m'inquiéta. Don Juan n'était pas enclin à exprimer un désagrément psychologique. « Cela n'a rien à voir avec toi ou tes actions, dit-il, quand je lui demandais si je l'avais fâché ou déçu. Il s'agit d'une pensée qui m'a traversée dès que je t'ai vu.
Il y a dans ton être lumineux une caractéristique pour la possession de laquelle les anciens sorciers auraient tout donné. Dites-moi ce que c'est, insistai-je. Je te rappellerai ceci une autre fois, dit-il. Entre-temps, continuons à parler de l'élément qui nous actionne, l'abstrait. L'élément sans lequel il ne pourrait exister aucun chemin de guerrier, ni aucun guerrier en quête de connaissance. Il me dit que les difficultés dont je faisais l'expérience n'étaient en rien nouvelles à ses yeux. Lui-même avait souffert 1000 morts pour comprendre l'ordre secret de l'abstrait. Et sans le secours du Nagual Elias, il aurait fini comme son bénéfacteur, toute action et très peu de compréhension. À quoi ressemblait le Nagual Elias, demandai-je pour changer de sujet. Il ne ressemblait pas du tout à son disciple, dit Don Juan. C'était un Indien, très brun et massif. Il avait des traits épais, un nez fort, de petits yeux noirs, des cheveux épais et noirs sans trace de gris. Il était plus petit que le Nagual Julián et avait de grandes mains et de grands pieds. Il était très humble et très sage, mais n'avait pas d'éclat. Comparé à mon bénéfacteur, il était terne. Toujours seul, méditant des questions. Le Nagual Julián disait en plaisantant que son maître transmettait la sagesse par tonnes. Derrière son dos, il l'appelait le Nagual Tonnage. Je n'ai jamais compris la raison de ces plaisanteries, poursuivit Don Juan. Pour moi, le Nagual Elias était comme une bouffée d'air frais. Il m'expliquait tout patiemment, presque comme je t'explique les choses, mais peut-être avec un petit quelque chose de plus. Je ne dirais pas que c'était de la compassion, mais plutôt de l'empathie. Les guerriers sont incapables d'éprouver de la compassion parce qu'ils ne s'apitoient plus sur eux-mêmes. Sans la force agissante de l'apitoiement sur soi-même, la compassion n'a aucun sens. Entendez-vous par là, Don Juan, qu'un guerrier ne se consacre qu'à lui-même? En un sens, oui. Pour un guerrier, tout commence et finit avec lui-même. Mais son contact avec l'abstrait le pousse à surmonter le sentiment de sa propre importance. Alors le moi devient abstrait et impersonnel. Le Nagual Elias considérait que nos vies et nos personnalités étaient très semblables, poursuivit Don Juan. C'est pourquoi il se sentit obligé de m'aider. Je ne ressens pas cette similarité avec toi. Je suppose donc que je te considère d'une manière très proche de celle dont le Nagual Julián me considérait. Don Juan me dit que le Nagual Elias l'avait pris sous son aile dès le jour de son arrivée dans la maison de son bénéfacteur pour commencer son apprentissage, et commença à lui expliquer en quoi consistait sa formation, sans se préoccuper de savoir si Don Juan était capable de comprendre. Le besoin qu'il éprouvait d'aider Don Juan était si intense qu'il le tenait pratiquement prisonnier. C'est ainsi qu'il le protégeait des cruelles attaques du Nagual Julián. Au début, je restais tout le temps dans la maison du Nagual Elias, poursuivit Don Juan, et j'aimais cela. Dans la maison de mon bénéfacteur, j'étais tout le temps sur mes gardes, sur le qui-vive, appréhendant ce qu'il allait encore me faire, mais chez le Nagual Elias, je me sentais à l'aise, en confiance. Mon bénéfacteur m'attaquait constamment et je me demandais pourquoi il faisait si durement pression sur moi. Je pensais que cet homme était tout simplement fou. Don Juan me dit que le Nagual Elias était un Indien de l'état d'Oaxaca qui avait reçu son enseignement d'un autre Nagual, Rosendo, originaire de la même région. Don Juan décrivit le Nagual Elias comme un homme très conservateur qui chérissait son intimité. Il était pourtant célèbre comme guérisseur et comme sorcier, non seulement dans l'état d'Oaxaca, mais dans tout le Mexique méridional. Néanmoins, malgré sa notoriété et ses occupations, il vivait dans l'isolement total, à l'autre bout du pays, dans le Mexique septentrional. Don Juan se tut. Levant les sourcils, il me fixa d'un air interrogateur. Mais tout ce que je voulais, c'était qu'il poursuive son histoire. « Chaque fois que je pense que tu devrais poser des questions, c'est en vain, dit-il. Je suis sûr que tu m'as entendu dire que le Nagual Elias était un sorcier célèbre qui avait tous les jours à traiter avec des gens dans le Mexique méridional et que c'était en même temps un ermite du Mexique septentrional. Cela n'éveille-t-il pas ta curiosité ? Je me sentis d'une insondable stupidité. Je lui dis que pendant qu'il me racontait tout cela, j'avais été traversé par l'idée que cet homme avait dû rencontrer de terribles difficultés de permutation. Don Juan rit et, comme il m'avait fait prendre conscience de la question, je lui demandai comment il avait été possible au Nagual Elias de se trouver en deux endroits à la fois. « Rêver est l'avion à réaction d'un sorcier, dit-il.
Le Nagual Elias était un rêveur comme mon bénéfacteur était un traqueur. Il pouvait créer et projeter ce que les sorciers appellent le corps de rêve. Il pouvait poursuivre son activité de sorcier et être, de par sa personnalité naturelle, un reclus. Je lui fis remarquer que j'étais stupéfait d'accepter si facilement le principe voulant que le Nagual Elias pouvait projeter une image tridimensionnelle solide de lui-même et de ne pouvoir absolument pas comprendre les explications portant sur les noyaux abstraits. Don Juan me dit que je pouvais accepter l'idée de la double vie du Nagual Elias parce que l'esprit était en train d'apporter la dernière touche à ma capacité de conscience. Et j'explosais en un déluge de protestations contre l'obscurité de ce qu'il venait de dire. Ce n'est pas obscur, dit-il, c'est l'énoncé d'un fait. Tu pourrais dire qu'il s'agit d'un fait incompréhensible pour le moment, mais ce moment changera. Sans me laisser le temps de répondre, il recommença à parler du Nagual Elias. Il me dit que le Nagual Elias avait un esprit très curieux et travaillait bien de ses mains. Dans ses voyages de rêveur, il voyait beaucoup d'objets dont il faisait des copies en bois et en fer forgé. Don Juan m'affirma que certains de ces modèles étaient d'une beauté obsédante, exquise. « En quoi consistaient les objets originaux ?» demandai-je. « C'est impossible à savoir, » répondit Don Juan. « Tu dois prendre en considération que, parce qu'il était indien, le Nagual Elias s'embarquait dans ses voyages de rêve comme un animal sauvage rôde à la recherche de nourriture. Un animal ne vient jamais sur un site lorsqu'y apparaissent des signes d'activité. Il n'y vient que lorsque l'endroit est déserté. Le Nagual Elias, en rêveur solitaire, a visité, dirais-je, le dépotoir de l'infinité quand il n'y avait personne, et a copié tout ce qu'il y voyait, mais sans jamais savoir à quoi servaient ces choses, ni quelle était leur origine. Je n'eus à nouveau aucune peine à accepter ce qu'il disait. Cette idée ne me semblait pas du tout forcée. J'étais sur le point d'en parler lorsqu'il m'interrompit par un mouvement des sourcils. Puis il poursuivit son récit sur le Nagual Elias. Lui rendre visite était pour moi le plus grand des plaisirs, me dit-il, et, en même temps, la source d'une étrange culpabilité. Je m'ennuyais à mourir chez lui. Non pas parce que le Nagual Elias était ennuyeux, mais parce que le Nagual Julián n'avait pas son pareil et qu'il gâtait n'importe qui pour la vie. « Mais je croyais que vous étiez à l'aise et en confiance dans la maison du Nagual Elias, dis-je. »« Je l'étais, et c'est cela qui était la cause de ma culpabilité et de mon problème imaginaire. Comme toi, j'adorais me tourmenter. Je crois que, tout à fait au début, je trouvais la paix en compagnie du Nagual Elias, mais, plus tard, quand je compris mieux le Nagual Julián, je le suivis. Il me dit que la maison du Nagual Elias comportait en façade une partie ouverte, couverte d'un toit, où se trouvait une forge, un établi de menuisier et des outils. La maison aux murs d'adobe et au toit de tuiles consistait en une immense pièce, avec un sol de terre battue, où il vivait avec 5 femmes voyantes qui étaient en fait ses épouses. Il y avait également 4 hommes, des sorciers voyants de son clan qui vivaient dans des petites maisons autour de la maison du Nagual. C'étaient tous des Indiens de diverses parties du pays qui avaient rejoint le Mexique septentrional. Le Nagual Elias avait un grand respect pour l'énergie sexuelle, dit Don Juan. Il croyait qu'elle nous avait été donnée pour que nous puissions l'utiliser dans le rêve. Il croyait que le rêve était tombé en désuétude parce qu'il pouvait bouleverser l'équilibre mental précaire des personnes émotives. « Je t'ai appris le rêve comme il me l'avait appris, poursuivit-il. Il m'a appris que pendant que nous rêvions, le point d'assemblage se déplace très doucement et très naturellement. L'équilibre mental n'est rien d'autre que la fixation du point d'assemblage sur un endroit auquel nous sommes habitués. Si les rêves font bouger ce point, que le rêve est utilisé pour contrôler ce mouvement naturel et que l'énergie sexuelle est nécessaire au rêve, il est souvent désastreux que l'énergie sexuelle se dissipe dans la sexualité au lieu d'alimenter le rêve. Dans ce cas, les rêveurs déplacent leur point d'assemblage dans n'importe quel sens et perdent l'esprit. « Qu'essayez-vous de me faire comprendre, Don Juan ?» demandai-je, parce que je sentais que le sujet du rêve n'était pas venu naturellement dans le cours de la conversation. « Tu es un rêveur, répondit-il. Si tu n'es pas vigilant en ce qui concerne ton énergie sexuelle, il faut t'habituer à l'idée que ton point d'assemblage se déplacera dans n'importe quel sens. Il y a un moment, tu as été abasourdi par tes réactions. Eh bien, ton point d'assemblage se déplace presque dans n'importe quel sens parce que ton énergie sexuelle n'est pas équilibrée.
Je fis une remarque stupide et hors de propos sur la vie sexuelle des hommes adultes. Notre énergie sexuelle est ce qui guide le rêve, expliqua-t-il. Le Nagual Elias m'a appris, et je t'ai appris, que soit on fait l'amour avec son énergie sexuelle, soit on l'utilise pour rêver. Il n'y a pas de moyen terme. La seule raison qui me porte à mentionner cela tient à ce que tu éprouves une grande difficulté pour déplacer ton point d'assemblage de manière à saisir notre dernier thème, l'abstrait. Il m'est arrivé la même chose, poursuivit Don Juan. Ce fut seulement lorsque mon énergie sexuelle fut libérée du monde que tout rentra dans l'ordre. Telle est la règle pour les rêveurs. Les traqueurs se situent à l'opposé. Mon bénéfacteur était, pourrait-on dire, un libertin, d'un point de vue sexuel, tant comme homme ordinaire que comme Nagual. Don Juan semblait sur le point de révéler les faits et gestes de son bénéfacteur, mais il changea visiblement d'avis. Il hocha la tête et me dit que j'étais trop rigide pour ce genre de révélation. Je n'insistais pas. Il me dit que le Nagual Elias avait la sobriété que seuls les rêveurs acquièrent après des luttes intérieures inimaginables. Il mettait en œuvre sa sobriété pour se plonger dans la tâche qui consistait à répondre aux questions de Don Juan. Le Nagual Elias me disait que la difficulté que j'avais à comprendre l'esprit était la même que celle qu'il avait rencontrée lui-même, poursuivit Don Juan. Il croyait qu'il y avait deux problèmes différents. L'un, qui était la nécessité de comprendre indirectement ce qu'était l'esprit, et l'autre, celle de comprendre l'esprit directement. Tu as des difficultés avec le premier problème. Une fois que tu comprendras ce qu'est l'esprit, l'autre problème sera automatiquement résolu et vice-versa. Si l'esprit te parle, usant de ces mots silencieux, tu sauras certainement ce qu'est l'esprit. Il me dit que le Nagual Elias croyait que la difficulté résidait dans notre réticence à accepter l'idée que la connaissance pouvait exister en l'absence de mots pour l'expliquer. Mais il ne m'est pas du tout difficile d'accepter cela, dis-je. Il n'est pas aussi facile d'accepter cette proposition que de le dire, dit Don Juan. Le Nagual Elias me disait que l'ensemble de l'humanité s'est éloigné de l'abstrait, bien qu'autrefois nous ayons dû en être très proches. C'était sûrement la force qui nous soutenait. Et puis, quelque chose est arrivé qui nous a arrachés à l'abstrait. Maintenant, nous ne pouvons pas y retourner. Il disait qu'il faut des années à un apprenti pour pouvoir retourner à l'abstrait, c'est-à-dire au savoir que la connaissance et le langage peuvent exister indépendamment l'un de l'autre. Don Juan répéta que le cœur de notre difficulté à retourner à l'abstrait était notre refus d'accepter le fait que nous pouvions connaître sans mots et même sans penser. J'allais répliquer que ce qu'il disait était absurde quand j'eus le sentiment intense que je manquais quelque chose et que ce qu'il affirmait était pour moi d'une importance cruciale. Il essayait vraiment de me dire quelque chose que je ne parvenais pas à saisir ou bien qui ne pouvait pas être complètement explicité. La connaissance et le langage sont deux choses distinctes, répéta-t-il doucement. Et j'étais sur le point de dire « je le sais », comme si en effet je le savais, quand je me ressaisis. Je t'ai dit qu'il n'y a aucun moyen de parler de l'esprit, poursuivit-il, parce qu'on ne peut que faire l'expérience de l'esprit. Les sorciers essaient d'expliquer cet état de choses lorsqu'ils disent que l'esprit n'est rien que l'on puisse voir ou sentir. Mais il est présent, il plane tout le temps au-dessus de nous. La plupart du temps, il semble indifférent. Je demeurai silencieux, et il continua son exposé. Il dit que l'esprit était à bien des égards un genre d'animal sauvage. Il gardait ses distances vis-à-vis de nous jusqu'au moment où quelque chose l'attirait. C'est alors qu'il se manifestait. Je demandais comment il se faisait qu'il soit possible d'attirer l'esprit si celui-ci n'était ni une entité, ni une présence et qu'il n'avait pas d'essence. L'ennui avec toi, dit-il, est que tu ne prends en compte que ta propre idée de ce qu'est l'abstrait. Par exemple, l'essence intérieure de l'homme ou le principe fondamental sont des abstractions pour toi. Ou peut-être des choses un peu moins vagues, comme le caractère, la volonté, le courage, la dignité, l'honneur. Et c'est ce qui est si déroutant, qu'il soit tout cela et rien de cela. Il ajouta que ce que je considérais comme des abstractions était soit le contraire des détails pratiques auxquels je pouvais penser, soit des choses dont j'avais décidé qu'elles n'avaient pas d'existence concrète. Alors que pour un sorcier, une abstraction est une chose qui n'a pas de parallèle dans la condition humaine. « Mais c'est la même chose, criai-je. Ne voyez-vous pas que nous parlons tous les deux de la même chose ?»
C'est faux, dit-il en insistant. Pour un sorcier, l'esprit est une abstraction uniquement parce qu'il le connaît sans mots, ni même pensée. C'est une abstraction parce qu'il ne peut pas concevoir ce qu'est l'esprit. Et pourtant, sans avoir la moindre chance ou le moindre désir de le comprendre, un sorcier manie l'esprit. Il le reconnaît, il lui fait signe, il l'attire, il en devient familier et il l'exprime dans ses actes. Je hochai la tête en signe de désespoir. Je ne voyais pas la différence. Le fait que j'ai utilisé le terme abstrait pour décrire l'esprit est à l'origine de ta méprise, dit-il. Pour toi, les abstractions sont des mots qui décrivent des états caractérisés par l'intuition. Le mot esprit en est un exemple, qui ne décrit pas la raison ou l'expérience pragmatique et qui, bien sûr, ne te sert à rien d'autre qu'à chatouiller ton imagination. J'étais furieux contre Don Juan. Je le traitais d'obstiné et il se moqua de moi. Il me laissa entendre que si je pensais à la proposition selon laquelle la connaissance pouvait être indépendante du langage sans me soucier de la comprendre, peut-être verrais-je clair. « Pense à ceci, me dit-il. Ce n'était pas le fait de me rencontrer qui comptait pour toi. Le jour où je t'ai rencontré, tu as rencontré l'abstrait. Mais comme tu ne pouvais pas en parler, tu ne t'en es pas rendu compte. Les sorciers rencontrent l'abstrait sans y penser, sans le voir, sans le toucher ni sentir sa présence. Je me tus parce que je ne prenais pas plaisir à discuter avec lui. Parfois, je trouvais qu'il était tout à fait délibérément abstru. Mais Don Juan semblait s'amuser follement. La dernière séduction du nagual Julián. Il faisait frais et tout était calme dans le patio de Don Juan, comme dans le cloître d'un couvent. Il y avait là plusieurs grands arbres fruitiers plantés extrêmement près les uns des autres, ce qui semblait régler la température et absorber tous les bruits. Quand je vins chez lui pour la première fois, j'avais énoncé des critiques sur la manière illogique dont on avait planté les arbres fruitiers. Je leur aurais laissé plus d'espace. Il me répondit que ces arbres ne lui appartenaient pas, que c'étaient des arbres guerriers libres et indépendants qui avaient rejoint son clan de guerriers, et que mes commentaires, bons pour des arbres nouveaux, étaient hors de propos. Je compris sa réponse dans un sens métaphorique. Ce que je ne savais pas alors, c'est que Don Juan entendait tout ce qu'il disait littéralement. Don Juan et moi étions assis maintenant dans les fauteuils de rotin, en face des arbres fruitiers. Il y avait des fruits sur tous les arbres. Je relevais que ce spectacle n'était pas seulement beau, mais extrêmement étonnant, car ce n'était pas la saison des fruits. « Il y a une histoire intéressante à ce sujet, admit-il. Comme tu le sais, les arbres sont des guerriers de mon groupe. Ils portent des fruits maintenant parce que tous les membres de mon groupe ont parlé de notre dernier voyage et exprimé leurs sentiments à ce propos devant eux. Et les arbres savent maintenant que lorsque nous nous embarquerons pour notre dernier voyage, ils nous accompagneront. » Je le regardais surpris. « Je ne peux pas les abandonner, me dit-il. Ce sont eux aussi des guerriers. Ils ont uni leur destinée à celle du clan du Nagual, et ils connaissent mes sentiments à leur égard. Le point d'assemblage des arbres est situé très bas dans leur énorme cocon lumineux, et cela leur permet de connaître nos sentiments, par exemple les sentiments que nous éprouvons maintenant en discutant de mon dernier voyage. » Je me tus car je ne voulais pas m'attarder sur ce sujet. Don Juan parla et dissipa ma mauvaise humeur. Le second noyau abstrait des histoires de sorcellerie s'appelle le cognement de l'esprit, dit-il. Le premier noyau, les manifestations de l'esprit, est l'édifice que bâtit l'intention et qu'elle place devant un sorcier qu'elle invite ensuite à y pénétrer. C'est l'édifice de l'intention vu par le sorcier. Le cognement de l'esprit est le même édifice vu par un débutant qui est invité, ou plutôt forcé, à y pénétrer. Ce second noyau abstrait pourrait être en lui-même une histoire. L'histoire dit que l'esprit, après s'être manifesté à l'homme dont nous avons parlé et n'avoir reçu aucune réponse, a tendu un piège à cet homme. C'était un dernier subterfuge, non pas parce que l'homme était particulier, mais parce que l'incompréhensible chaîne d'événements de l'esprit fit que l'homme était disponible au moment même où l'esprit cognait à sa porte. Il va sans dire que l'homme ne comprit rien de ce que l'esprit avait pu lui révéler. En fait, ces révélations allaient au rebours de tout ce que l'homme connaissait, de tout ce qu'il était. Cet homme refusa bien sûr immédiatement et carrément d'avoir en quoi que ce soit affaire avec l'esprit. Il n'allait pas se laisser gruger par ces absurdités ridicules. On ne la lui faisait pas. Il en résulta une impasse totale.
On peut dire que cette histoire est stupide, poursuivit-il. On peut dire que ce que je t'ai donné est la sucette destinée à ceux qui sont mal à l'aise face au silence de l'abstrait. Il me regarda attentivement pendant un moment, puis sourit. « Tu aimes les mots, me dit-il d'un ton accusateur. La seule idée d'une connaissance silencieuse te fait peur. Mais les histoires, si stupides soient-elles, t'enchantent et te donnent un sentiment de sécurité. » Son sourire était si malicieux que je ne pus m'empêcher de rire. Puis il me rappela que j'avais déjà entendu son récit détaillé sur la première fois que l'esprit avait cogné à sa porte. Pendant un moment, je ne parvins pas à comprendre de quoi il parlait. « Ce n'est pas seulement mon bénéfacteur qui est tombé sur moi alors que j'étais en train de mourir à cause du coup de feu, me dit-il. L'esprit aussi m'a trouvé et a cogné à ma porte ce jour-là. Mon bénéfacteur comprit qu'il était là pour servir de conduit à l'esprit. Sans l'intervention de l'esprit, ma rencontre avec mon bénéfacteur n'aurait eu aucun sens. Il m'expliqua qu'un nagual peut servir de conduit seulement après que l'esprit a manifesté sa volonté d'être utilisé, soit de façon presque imperceptible, soit par des ordres catégoriques. Un nagual ne pouvait donc pas choisir ses apprentis de son propre gré ou selon ses propres calculs. Mais une fois que la volonté de l'esprit lui était révélée par des présages, le nagual n'épargnait aucun effort pour le satisfaire. Après toute une vie de pratique, poursuivit-il, les sorciers, en particulier les naguals, savent que l'esprit les invite à pénétrer dans l'édifice qui s'élève devant eux. Ils ont appris à discipliner les liens qui les font communiquer avec l'intention. Ils sont ainsi toujours avertis, ils savent toujours ce que l'esprit garde en réserve pour eux. Don Juan me dit que le progrès sur le chemin du sorcier était en général un processus draconien dont l'objectif était d'ordonner ce lien de communication. Le lien de communication de l'homme ordinaire avec l'intention est pratiquement mort et, au début, le lien des sorciers est inutile parce qu'il ne réagit pas volontairement. Il insista sur le fait que, pour faire renaître ce lien, il fallait aux sorciers une résolution rigoureuse, féroce, un état d'esprit particulier qui s'appelait l'intention inflexible. Accepter que le nagual soit le seul être capable de procurer l'intention inflexible était la partie la plus difficile de l'apprentissage du sorcier. Je répliquai en disant que je ne voyais pas où était la difficulté. Un apprenti est quelqu'un qui s'efforce de clarifier et de ranimer son lien avec l'esprit, m'expliqua-t-il. Une fois que le lien revit, il n'est plus un apprenti, mais jusque-là, pour avancer, il a besoin d'une résolution féroce, ce qui évidemment lui manque. Alors il permet au nagual de lui procurer la résolution et, pour ce faire, il doit renoncer à son individualité. Voilà la difficulté. Il me rappela quelque chose qu'il m'avait souvent dit, à savoir que les volontaires n'étaient pas bien accueillis dans le monde des sorciers parce qu'ils avaient déjà une résolution propre, ce qui leur rendait la tâche particulièrement difficile lorsqu'il s'agissait de renoncer à leur individualité. Si le monde des sorciers exigeait des idées et des actions contraires à la résolution des volontaires, ceux-ci refusaient de changer. Ranimer le lien d'un apprenti est la tâche la plus stimulante et la plus fascinante d'un nagual, poursuivit Don Juan, et aussi l'une de celles qui lui donne le plus de migraines. Selon la personnalité de l'apprenti, bien sûr, les desseins de l'esprit prennent soit la forme d'une simplicité sublime, soit celle de labyrinthes d'une extrême complexité. Don Juan m'affirma que, même si j'avais pu penser le contraire, mon apprentissage n'avait pas été aussi pénible pour lui que le sien avait dû l'être pour son bénéfacteur. Il admit que je possédais un minimum d'autodiscipline qui était très commode, alors qu'il n'en avait pas eu du tout, et son bénéfacteur, à son tour, en avait encore moins. La différence, poursuivit-il, est perceptible dans les manifestations de l'esprit. Parfois, celles-ci sont à peine visibles, dans mon cas, ce furent des ordres. J'avais été blessé par balle. Le sang coulait d'un trou qui se trouvait dans ma poitrine. Mon bénéfacteur devait agir avec rapidité et sûreté, tout comme son bénéfacteur s'était conduit avec lui. Les sorciers savent que plus l'ordre est difficile, plus le disciple se révèle difficile. Don Juan me dit que l'un des aspects les plus bénéfiques de son association avec deux naguals était la possibilité d'écouter les mêmes histoires de deux points de vue opposés. Par exemple, pour l'apprenti, l'histoire du nagual Elias et des manifestations de l'esprit était l'histoire du difficile cognement de l'esprit sur la porte de son bénéfacteur. Tout ce qui se rapportait à mon bénéfacteur était très difficile, dit-il, et il se mit à rire.
Quand il avait 24 ans, l'esprit n'a pas seulement cogné à sa porte, il l'a presque démoli à force de coups. Il me dit que cette histoire avait en réalité commencé des années plus tôt, quand son bénéfacteur était un bel adolescent appartenant à une bonne famille de Mexico. Il était riche, éduqué, charmant et avait une personnalité charismatique. Les femmes avaient le coup de foudre pour lui. Mais déjà, il ne se refusait rien. Il était indiscipliné et paresseux à l'égard de tout ce qui ne lui procurait pas une gratification immédiate. Don Juan dit qu'avec ce genre de personnalité et la façon dont il avait été élevé, il était le fils unique d'une riche veuve qui, avec ses 4 filles, l'adorait et raffolait de lui. Il ne pouvait se comporter que d'une seule manière. Il se prêtait à toutes les inconvenances qui lui passaient par la tête. Même parmi ses amis, qui ne se refusaient rien non plus, il était considéré comme un délinquant moral qui vivait pour faire tout ce que le monde considérait moralement répréhensible. À la longue, ses excès l'affaiblirent physiquement et il tomba mortellement malade de tuberculose, le mal qui terrifiait son époque. Mais sa maladie, au lieu de le réfréner, engendra une condition physique où il se sentait plus sensuel que jamais. Comme il n'avait pas un iota de maîtrise de lui-même, il s'adonna pleinement à la débauche et sa santé se détériora jusqu'à ce que tout espoir soit perdu. Le dicton « un malheur ne vient jamais seul » s'appliquait certainement alors au bénéfacteur de Don Juan. Tandis que sa santé déclinait, sa mère, qui était son seul soutien et son seul frein, mourut. Elle lui laissa un héritage assez considérable qui aurait dû l'entretenir convenablement pour la vie, mais indiscipliné comme il l'était, il en dépensa jusqu'au moindre sou en quelques mois. N'ayant ni profession ni affaires pour retomber sur ses pieds, il fut réduit à vivre en pique-assiette pour assurer sa subsistance. Sans argent, il n'eut plus d'amis, et même les femmes qui autrefois l'aimaient lui tournèrent le dos. Pour la première fois de sa vie, il se trouva confronté à une dure réalité. Étant donné son état de santé, la faim aurait dû venir, mais il était résistant. Il décida de travailler pour gagner sa vie. Cependant, ses mœurs sensuelles ne pouvaient pas changer et elles le forcèrent à chercher du travail dans le seul endroit qu'il trouvait agréable, le théâtre. Ses qualifications venaient de ce qu'il était un cabotin né et qu'il avait passé la plus grande partie de sa vie adulte en compagnie d'actrices. Il entra dans une troupe théâtrale de province, loin de son cercle familier d'amis et de relations, et devint un acteur très intense, le héros phtisique de pièces religieuses et de pièces de moralité. Don Juan commenta l'étrange ironie qui avait toujours marqué la vie de son bénéfacteur. Ne le voyait-on pas, ce dépravé invétéré, mourant à cause de ses mœurs dissolues, jouer des rôles de saint et de mystique. Il joua même le rôle de Jésus dans une représentation de la Passion pendant la Semaine sainte. Son organisme résista pendant une tournée théâtrale dans les États du Nord. Puis il arriva 2 choses dans la ville de Durango. Sa vie parvint à son terme et l'esprit cogna à sa porte. Sa mort et le cognement de l'esprit survinrent tous deux au même moment, en plein jour, dans des buissons. Sa mort le surprit en train de séduire une jeune femme. Il était déjà extrêmement faible et ce jour-là, il se surmena. La jeune femme qui était vive, forte et follement éprise l'avait conduit en lui promettant de faire l'amour à marcher jusqu'à un endroit isolé qui se trouvait au bout du monde. Et là, elle le repoussa pendant des heures de lutte. Quand elle céda enfin, il était complètement épuisé et il toussait tellement qu'il arrivait à peine à respirer. Pendant ces derniers ébats, il éprouva une douleur brûlante à l'épaule. Il ressentit un déchirement dans la poitrine et une quinte de toux lui donna des hauts-le-cœur incontrôlables. Mais sa quête compulsive de plaisir le fit continuer jusqu'à ce que la mort survienne sous la forme d'une hémorragie. C'est alors que l'esprit fit son entrée, porté par un Indien qui vint à son aide. Il avait remarqué auparavant cet Indien qui les suivait, mais il n'y avait pas prêté attention, absorbé qu'il était par le jeu de la séduction. Il vit, comme dans un rêve, la fille. Elle n'avait pas peur et n'avait pas perdu contenance. Elle se rhabilla tranquillement et avec efficacité, et détala aussi vite qu'un lapin pour chasser par la meute. Il vit aussi un Indien se précipiter vers lui et essayer de le faire asseoir. Il l'entendit dire des idioties. Il l'entendit se vouer à l'esprit et marmonner des paroles incompréhensibles dans une langue étrangère. Puis l'Indien agit très rapidement. Se tenant debout derrière lui, il lui donna un grand coup dans le dos. Pensant très rationnellement, le mourant déduisit que l'Indien essayait soit de déloger le caillot de sang, soit de le tuer. Comme l'Indien le frappait de façon répétée dans le dos,
Le mourant acquit la conviction que l'Indien était le mari ou l'amant de la femme et qu'il l'assassinait. Mais voyant ses yeux brillants et intenses, il changea d'avis. Il comprit que l'Indien était tout simplement fou et qu'il n'avait pas de rapport avec la femme. Avec ce qui lui restait de conscience, il se concentra sur les marmottements de l'homme. Celui-ci disait que le pouvoir de l'homme était sans limite, que la mort n'existait que parce que nous avions eu l'intention qu'elle existe depuis le moment de notre naissance, que l'intention de la mort pouvait être suspendue si l'on faisait changer de position le point d'assemblage. Il comprit encore une fois que l'Indien était complètement fou. Sa situation était tellement théâtrale, mourir entre les mains d'un Indien fou qui marmonne un charabia, qu'il se jura de rester un acteur et un cabotin jusqu'au bout, et de ne mourir ni d'hémorragie, ni de coups, mais de rire. Et il rit jusqu'à en mourir. Don Juan me fit remarquer que son bénéfacteur ne pouvait naturellement pas prendre l'Indien au sérieux. Personne n'aurait pu prendre au sérieux ce genre de personne, surtout pas un futur apprenti qui n'était pas censé se porter volontaire pour s'initier à la sorcellerie. Puis Don Juan me dit qu'il m'avait expliqué par différentes versions en quoi consistait la tâche de la sorcellerie. Il ajouta qu'il ne serait pas présomptueux de sa part de révéler que du point de vue de l'esprit, cette tâche consistait à clarifier notre lien de communication avec lui. L'édifice que l'intention dresse devant nous est donc une chambre de compensation dans laquelle nous trouvons non pas tant les procédés destinés à clarifier notre lien de communication, que la connaissance silencieuse qui permet au processus de clarification de se dérouler. Sans cette connaissance silencieuse, aucun processus ne réussirait, et tout ce que nous éprouverions serait un sentiment indéfini de manque. Il me dit que les événements déclenchés par les sorciers grâce à la connaissance silencieuse étaient si simples et pourtant si abstraits que les sorciers avaient décidé depuis longtemps de n'en parler qu'en termes symboliques. Les manifestations et le cognement de l'esprit en étaient des exemples. Don Juan déclara que, par exemple, une description de ce qui s'est passé au cours de la première rencontre entre un nagual et un futur apprenti, racontée selon le point de vue des sorciers, serait tout à fait incompréhensible. Il serait absurde d'expliquer que le nagual, grâce à sa longue expérience, concentrait quelque chose que nous ne pourrions pas imaginer, sa seconde attention, la conscience accrue à laquelle on accède par la formation acquise en sorcellerie, sur son lien invisible avec une abstraction indéfinissable. Il agissait ainsi pour accentuer et clarifier le lien invisible d'une autre personne avec cette abstraction indéfinissable. Il dit que chacun de nous était exclu de la connaissance silencieuse par des barrières naturelles, spécifiques à chaque individu, et que la plus inexpugnable de ces barrières était l'énergie que je mettais à déguiser ma suffisance en indépendance. Je le mis au défi de me donner un exemple concret. Je lui rappelai qu'il m'avait averti un jour que le fait de soulever des critiques générales qui ne pouvaient être étayées par des exemples concrets était un des stratagèmes les plus appréciés pour les débats. Don Juan me regarda et fit un grand sourire. « Autrefois, je te donnais des plantes de pouvoir, me dit-il. Au début, tu poussais les choses à l'extrême pour te convaincre que ce que tu ressentais relevait d'hallucinations. Puis, tu voulus que ce soit des hallucinations spéciales. Je me souviens m'être moqué de ton insistance à les qualifier d'expériences hallucinatoires didactiques. Il me dit que mon besoin de prouver mon indépendance illusoire me forçait à adopter une position qui ne me permettait pas d'accepter la version des événements qu'il me donnait, alors que je savais, sans le dire, qu'il en était ainsi. Je savais qu'il employait des plantes de pouvoir comme instrument très limité pour me faire accéder à des états partiels ou provisoires de conscience accrue, en délogeant mon point d'assemblage de sa position habituelle. Tu as utilisé ta barrière d'indépendance pour surmonter cet obstacle, poursuivit-il. Cette même barrière a continué à fonctionner jusqu'à présent, et tu gardes donc ce sentiment d'angoisse indéfinie, peut-être moins prononcé. Reste à savoir comment tu t'arranges avec tes conclusions pour que tes expériences courantes cadrent avec les exigences de ta suffisance. Je lui avouai que la seule façon qui me permettait de garder mon indépendance était de ne pas penser du tout à mes expériences. Le rire jovial de Don Juan le fit presque tomber de sa chaise de rotin. Il se leva et marcha pour reprendre souffle. Il se rassit et se calma. Il recula sa chaise et croisa les jambes. Il me dit que nous ne savions pas, nous, les hommes ordinaires, et que nous ne saurions jamais, que c'est une chose tout à fait réelle et fonctionnelle,
notre lien de communication avec l'intention, qui suscitait notre préoccupation héréditaire à propos du destin. Il m'affirma que, durant nos vies actives, nous n'avons jamais l'occasion de dépasser le niveau de la simple préoccupation, parce que depuis des temps immémoriaux, les affaires quotidiennes nous ont assoupis comme une berceuse. C'est seulement quand nos vies sont presque à leur terme que notre préoccupation héréditaire à propos du destin commence à prendre une tournure différente. Elle commence à nous faire traverser le brouillard des affaires quotidiennes. Malheureusement, cet éveil est toujours étroitement accompagné par la perte d'énergie due à l'âge. Au moment où nous n'avons plus de force pour transformer notre préoccupation en une découverte pragmatique et positive. Alors tout ce qui reste est une angoisse amorphe, glaciale, un désir de quelque chose d'indescriptible et une simple colère de ne l'avoir pas obtenu. Beaucoup de raisons me font aimer les poèmes, dit-il. L'une d'elles est qu'ils saisissent l'humeur des guerriers et expliquent ce qui peut à peine être expliqué. Il reconnut que les poètes étaient profondément conscients de notre lien de communication avec l'esprit, mais qu'ils en étaient conscients intuitivement, et non délibérément et pragmatiquement comme les sorciers. Les poètes n'ont pas une connaissance directe de l'esprit, poursuivit-il. C'est pourquoi leurs poèmes ne peuvent pas vraiment toucher le cœur de véritables gestes pour l'esprit. Mais ils en arrivent très près. Il prit un de ses livres de poésie sur une chaise à côté de lui. C'était un recueil de Juan Ramón Jiménez. Il l'ouvrit à la page marquée par un signet, me le tendit et me fit signe de le lire. Est-ce moi qui marche ce soir dans ma chambre ou est-ce le mendiant qui rôdait dans mon jardin à la tombée du jour ? Je regarde autour de moi et trouve que tout est semblable et ne l'est pas. La fenêtre était-elle ouverte ? Ne m'étais-je pas déjà endormi ? Le jardin n'était-il pas vert pâle ? Le ciel était bleu et clair, et il y avait des nuages, et il fait du vent, et le jardin est sombre et mélancolique. Je crois que mes cheveux étaient noirs. J'étais vêtue de gris, et mes cheveux sont gris, et je suis vêtue de noir. Est-ce là ma démarche, cette voix qui maintenant résonne en moi? Porte-t-elle les rythmes de la voix qui était la mienne? Suis-je moi-même ou suis-je le mendiant qui rôdait dans mon jardin à la tombée du jour? Je regarde autour de moi. Il y a des nuages et il fait du vent. Le jardin est sombre et mélancolique. Je vais et je viens. N'est-il pas vrai que je m'étais déjà endormie? Mes cheveux sont gris et tout est semblable et ne l'est pas. Je relus le poème pour moi-même et saisis le sentiment d'impuissance et de perplexité du poète. Je demandai à Don Juan s'il partageait mon impression. Je crois que le poète ressent la tension qui accompagne le vieillissement et l'anxiété que suscite cette prise de conscience, dit Don Juan. Mais cela n'est qu'un aspect des choses. L'autre, celui qui m'intéresse, révèle que le poète, bien qu'il ne déplace jamais son point d'assemblage, a l'intuition que quelque chose d'extraordinaire est en jeu. Il a l'intuition très certaine qu'il existe un facteur ineffable, imposant en raison de sa simplicité, qui détermine notre destin.